Donc, je suis Laure Fournier. Je suis radiologue et je travaille à l'HEGP, donc à l'hôpital Georges Pompidou dans le 15e. Juste pour savoir, donc il y a des internes radio, je le sais déjà. Des internes d'onco, c'est ça? Juste que j'ai une petite idée, ouais. Radiothérapeute? Ouais. Oui, enfin, il y a Roger, bien sûr. Il n'y a que Roger, donc on peut faire une blague sur les radiothérapeutes, c'est bon. Et qu'est-ce qu'il me manque d'autre? Médecine nucléaire, oui, bien sûr. Non, j'en ai eu. Non, bon, ok. Donc c'était juste pour avoir une idée, ça change rien, hein, je dirais la même chose, mais peut-être pas tout à fait. Donc j'y vais? Je commence? Donc j'y vais, hein. Comme Roger va vous parler de la radiomique, moi je vais vous parler de l'intelligence artificielle. Vous expliquer ce qui se passe en radio, hein, c'est un vrai soulèvement, on va dire, enfin, révolution, enfin ce que vous voulez. Éruption volcanique. Tectonique des plaques, bon voilà, vous choisissez. Le but c'est de vous expliquer un petit peu comment ça marche, un petit peu à quoi ça sert, pourquoi ça nous impacte nous particulièrement les imageurs. Je pense qu'on a été vraiment les premiers impactés par ce truc. Mais vous le serez tous, hein, c'est sûr. Après à divers niveaux, enfin à des niveaux divers. Mais en tout cas, je pense que c'est important pour chacun d'entre nous de comprendre un petit peu ce qui se passe parce que c'est des outils qu'on va utiliser, quoi. Et donc il faut savoir les utiliser, comme le reste. Donc je commence toujours par cette diapo et je présente mes excuses à ceux qui m'ont déjà entendu parler parce que le début est toujours un peu le même, mais j'aime bien installer le contexte. Donc aujourd'hui, le coyote est le symbole officiel des radiologues à travers le monde. Pourquoi? Grâce à cet homme-là, qui s'appelle Geoffrey Hinton, et qui, interviewé, novembre 2016, dit: si vous êtes un radiologue, vous êtes comme le coyote, vous avez couru et vous avez dépassé le bord de la falaise, mais vous n'avez pas encore regardé en bas, donc vous n'êtes pas au courant que vous êtes en train de tomber. C'est plutôt sympa. Et il insiste, il dit: il faut arrêter de former les radiologues. On arrête tout de suite, dans 4 ans, le radiologue n'existera plus. Voilà. Bon, vous imaginez, on l'a plutôt bien pris. Enfin voilà, on s'est dit... on va peut-être s'intéresser à ce truc parce que ça va peut-être nous concerner un peu. Alors depuis, c'est quand même rétracté. Hein. Il a dit non, mais c'est pas exactement ce que j'ai dit. Bon, ça c'est un truc texto, hein, mais c'est pas exactement ce qu'il a dit. En fait, ouais, c'est quand même un peu plus compliqué que ça. Donc ce que je vous raconte quand je commence ce cours, c'est juste pour vous expliquer comment un mec très intelligent a pu dire un truc pareil. Il y a quand même une explication. Et donc ça va un petit peu situer le contexte, on va dire. Donc quelques années auparavant, on retourne en arrière. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ces trucs, les data challenge en ligne, sur des images de tous les jours, dont le plus grand est ImageNet, qui contient des dizaines de millions d'images, et où les gens s'amusent, pour certains d'entre eux c'est leur métier, à travailler sur ce qu'on appelle le computer vision, donc la vision par informatique ou la vision par ordinateur. D'accord ? Et le but, c'est d'être capable de reconnaître des objets, des personnages, des animaux, etc. Alors, mes chiffres sont plus à jour, il faudrait que je le fasse. Donc, on doit être pas loin de 20 millions d'images, et juste pour vous situer, il y a déjà 120 catégories de chiens. Encore fallait-il savoir qu'il y avait 120 chiens différents. Mais ça veut dire qu'on peut on peut avoir pour objectif de reconnaître un chien versus un chat, mais on peut aussi avoir pour objectif de reconnaître un grand chien, un petit chien, etc. Et donc, il y a des milliers de personnes qui travaillent sur ces images depuis des années. Ce qui fait beaucoup de cerveau humain, en fait, dédié à ça. Et qu'est-ce qui s'est passé en 2012 ? Eh bien, il s'est passé que l'équipe de Geoffrey Hinton a gagné ce challenge. Et si vous regardez ce graphe, il montre le pourcentage de réussite, de reconnaissance d'une image, d'accord ? Donc, jusqu'en 2012, en gros, on plafonnait à peu près 75%. Ce qui veut dire qu'une fois sur 4, on se plantait quand même. D'accord ? Donc c'est un petit peu, c'est pas terrible. Je vous rassure, les radiologues sont un peu meilleurs que ça. Et en 2012, arrive l'équipe de Geoffrey Hinton qui ressuscite ce qu'on appelle le deep learning et les réseaux de neurones. Et regardez, il met, j'ai pas de souris, si, il met 10% dans la tête de tout le monde. 10% alors que ça faisait 2 ans que personne ne faisait mieux que 75%. D'accord ? Et donc ça, c'est grâce à l'intelligence artificielle et en particulier les réseaux de neurones. D'accord ? Donc ça a été une révolution dans ce monde d'abord, celui-là. Ça lui a donné un peu la grosse tête, quand même. Mais
voilà, c'était pas pour rien. Il avait le droit d'avoir la grosse tête parce qu'il a écrabouillé tout le monde. Et depuis, ça continue à augmenter. On a maintenant dépassé, en 2015, on dépassait le 96% en termes de performance. Tout ça grâce au réseau de neurones. C'est-à-dire qu'en 2012, il y a une équipe qui utilisait les réseaux de neurones. En 2019, maintenant, elle l'utilise toutes. D'accord? Donc, non seulement on a eu un gain en performance, mais c'est un gain de performance qui continue à s'améliorer. D'accord? Et là, on ne se trompe plus une fois sur 4, on se trompe une fois sur 20, voire moins. D'accord? Donc, en termes de performance, c'est un autre niveau. Et du coup, ça a permis la voiture auto-conduite, quoi. D'accord? Pourquoi? Parce qu'avant, quand on reconnaissait un panneau stop qu'une fois sur 4, un peu embêtant, maintenant on le reconnaît quasiment tout le temps, donc ça marche bien. Ok? Donc c'est pas, là on parle évidemment pas de la médecine, mais c'est tout ce qui est en train de se passer avant qui va nous amener à la médecine. Et donc qu'est-ce qu'ils font en fait quand ils font ces data challenges? Ben, en fait il y a deux questions auxquelles on peut répondre. Il y a-t-il un chat dans cette image? D'accord? Ça s'appelle la détection. Ou il y a un chat et quel type de chat est-ce que c'est? Donc ça s'appelle de la classification. D'accord? Et ben, si vous remplacez magique, boum, on est radiologue, quoi. Donc on peut faire la même chose, je peux détecter lésion, pas lésion, j'ai vu une lésion, je peux la classifier, ben non malin. Ok? Donc les mecs ils se sont dit, bah, je sais faire ça chez un chat, je peux faire ça dans un cancer, quoi, faut pas déconner. Ce en quoi ils n'ont pas entièrement tort, malheureusement, ou heureusement. Ça, c'est un réseau, un réseau qui a été construit par l'équipe Google pour gagner le Data Challenge, d'accord? Donc vous voyez en dessous qu'ils étaient capables de reconnaître une mythe, une barge, bon bref, plein de trucs, ok? Alors je fais un petit aparté, quand il les reconnaît, ici ce sont les pourcentages de probabilité que ce soit cette chose-là, d'accord? Donc d'ores et déjà on peut voir qu'il ne va pas nous dire ça c'est une mythe, enfin je sais pas comment ça se dit en fait, bon, si c'est une mythe. Il va dire ça, il y a 40% de chances que ce soit une mythe ou 99% de chances que ce soit une mythe. D'accord? Mais ça, on se le garde à l'arrière de la tête parce que c'est comme ça que les algorithmes répondent en fait à la question. D'accord? Et donc, il y a un petit rigolo qui accessoirement était externe, qui jouait avec ce petit réseau de neurones et, je pense un tout petit peu encadré quand même, a pris 130 000 images de photos de lésions cutanées, a appliqué le réseau sans changer un seul truc et a obtenu une performance en termes de courbe ROC de 95%, meilleure que 22 dermatologues experts. D'accord? Et ça, c'est en... ça, je ne sais plus en quelle année. 2017, un truc comme ça. Et donc, ça a conforté tout le monde pour dire, bah voilà, les réseaux de neurones vont remplacer les dermatologues, les ophtalmos, enfin en tout cas pour la lecture du fond d'œil, et puis les radiologues. Okay? Et pourquoi est-ce que ces réseaux sont aussi très forts? Parce qu'ils permettent ce qu'on appelle du transfer learning, c'est-à-dire qu'on peut utiliser un réseau qui a été entraîné pour quelque chose et l'appliquer à une autre tâche, et ils ne sont pas totalement nuls. En général, il faut un peu les ajuster, mais ils ne sont pas totalement nuls, ce qui n'est pas le cas de toutes les autres techniques qu'on utilisait jusque-là pour faire de la reconnaissance d'images. Voilà. Donc finalement, on se dit, bah, Jeffrey, il avait raison. Alors, il n'avait pas tout à fait raison, en tout cas on espère. Par contre, il nous a rendu un grand service. Parce que depuis ce moment-là, il y a non seulement une ruée de plein de cerveaux partout dans le monde qui se disent, finalement, comme je disais, c'est sympa de détecter des chats, mais moi je vais sauver des vies, quoi. Je vais faire un algorithme qui va sauver des vies. Donc ça, c'est les geeks en haut. Et puis, il y a les investisseurs qui se disent, je vais me faire un paquet de fric avec ces applications, ça va être top. Donc, on a vraiment cette ruée d'intérêt pour l'imagerie médicale. Et moi, je dis, bah, merci, je ferai, parce que tant mieux pour nous, quoi. Ok? Et ça c'est tout ce contexte explique pourquoi on fait vraiment partie des premières impactées en médecine. Parce qu'il y a cette explosion autour du computer vision qui est hors médecine, hein, au départ, qui a coulé, en fait, a débordé dans l'imagerie médicale. D'accord? Alors, par curiosité, en onco, tout ça, vous avez des cours pour l'instant sur l'intelligence artificielle? Rien? Vous n'avez pas d'outils? Donc, à part votre smartphone, vous n'utilisez pas d'algorithme IA? Ok. Bon,
Donc c'était pour dire, ça y est, le délire a commencé, et ce qui était sympa aussi, hein, parce qu'il y a plein de bénéfices secondaires à ces histoires, c'est que les radiologues ont réussi à publier dans Nature. C'est pas arrivé 15 fois, donc on est content. Bon, ça n'a pas duré, hein, mais voilà. Il y a eu plein de bénéfices, comme je disais. Ok, cela étant dit, dernière chose qui a un peu débordé de ce monde de computer vision dans le monde de l'imagerie médicale, c'est les data challenges, puisque maintenant, depuis 2013, il y a des data challenges pour de l'imagerie médicale, qui, de la même manière que ça s'est passé en vision, en computer vision, il y a 5 ans, c'était des algorithmes non deep learning. Aujourd'hui, ce sont quasiment exclusivement des algorithmes de deep learning qui gagnent ces data challenges. Et puis, je fais un petit cocorico quand même, parce qu'on organise nous aussi, avec la Société française de radiologie, aux Journées françaises de radiologie, tous les ans des data challenges. Et puis, je montre toujours la photo de Victoire, qui était notre interne et qui a gagné. Voilà, et puis bon, ça c'est les data challenges qui ont eu lieu cette année, entre autres. Vous allez voir qu'il y en a quand même pas mal qui, alors je ne vais pas montrer la précédente, mais qui s'appliquent à l'oncologie. Mais en particulier, il y a beaucoup de recherches sur la détection des nodules pulmonaires dans le contexte du dépistage du cancer du poumon. Évidemment, tout le monde s'intéresse à ça. Il y avait aussi un data challenge sur le calcul de la sarcopénie. Et donc, évidemment, vos collègues, vous savez que la sarcopénie, c'est un truc utile, mais que le radiologue ne fait pas au quotidien. Hein. On ne fait pas ça à tous nos patients. Mais on y arrivera à la fin des diapos, on reviendra là-dessus. Alors, vous pouvez m'interrompre hein, si vous voulez. Ça, c'est toute l'histoire. C'est l'histoire sympa. Maintenant, comment ça marche? À quoi ça sert? À quoi nous, on va l'utiliser? Alors, juste un peu de vocabulaire, parce que maintenant, ça doit faire partie de notre culture générale. On met un grand chapeau. Enfin, on utilise ce terme d'intelligence artificielle un peu dans tous les sens. En fait, c'est un grand chapeau. D'accord? C'est un grand chapeau et ce terme existe depuis les années 50. Et en gros, l'intelligence artificielle, c'est des machines qui effectuent une tâche qui, normalement, devrait requérir une intelligence humaine. En fait, en vrai, vous allez voir qu'on leur demande des trucs très basiques. Hein. Mais bon, c'est la définition officielle. Et au sein de cette intelligence artificielle, il y a ce qu'on appelle le machine learning qui, lui, existe depuis 30 ans. Hein. Enfin, depuis, oui, 30 ans, c'est ça. Les années 80. Et qu'est-ce que ça veut dire le machine learning? Ça veut dire les machines apprennent par expérience toutes seules. On va voir comment ça marche, hein, c'est pas toute seule. Enfin, si je branche ma clé USB, cet ordinateur ne va pas apprendre. On est d'accord, on va lui apprendre à apprendre. Donc tout ce qui se faisait avant le deep learning, avant 2012, c'était du machine learning. Donc on avait un peu plafonné hein, en termes de performance. Et puis est arrivé le deep learning, qui est du machine learning, où on utilise les réseaux de neurones. Ok. C'est soi-disant inspiré du cerveau humain. Ça a besoin de beaucoup plus de données que le machine learning, mais c'est ce qu'on pense va donner le plus de découvertes actuellement. En même temps, il faut savoir les manier et puis avoir un peu de garder raison, on va dire. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit que la machine apprend? En fait, ça veut dire qu'on va lui faire une tâche de manière itérative et lui donner un critère de qualité. Et tant qu'il n'a pas optimisé son critère de qualité, il va continuer à faire des boucles et réitérer sa tâche. D'accord? Donc en pratique, ça veut dire quoi? En pratique, ça veut dire qu'on va lui donner des données. Et les premières données qu'on leur donne, ça s'appelle des données d'apprentissage, ou du training data. On va lui donner une piste pour développer son modèle. D'accord? Mais en gros, un modèle, c'est une équation qui prédit ce qu'on veut à partir de nos données. Ça, on connaît, hein, on a déjà fait de la régression, par exemple, c'est la même chose. Okay, la régression fait partie des techniques de machine learning. Okay, donc, au bout, il y a ce qu'on appelle une annotation ou une classe, c'est-à-dire l'élément qu'on veut prédire. Donc, si nous, c'est des images de mammographie, ce sera peut-être présent ou absent, ce sera peut-être bénin ou malin, ce sera peut-être microcalcification, masse versus kyste. Ça peut être plein de trucs. Il peut y avoir 2, 3, 4, il peut y avoir plus de classes. Plus on a de classes, plus on a besoin de données. Mais en gros, c'est ça.
Et puis, une fois qu'on a peaufiné notre modèle, eh bien, le but, c'est de l'appliquer à des nouvelles données, c'est-à-dire de l'appliquer au prochain patient qui se présente, à la prochaine mammographie qui se présente. J'applique mon modèle et l'algorithme me dit, ben, il y a une lésion, elle est bénigne. Voilà. D'accord? C'est ça notre objectif. Hein. Donc, classiquement, on utilisait ce qu'on appelait le machine learning. Et c'est là où on va boucler un peu avec la radiomique. En fait, le machine learning classique, ce qui est particulier, c'est que c'est l'homme qui décidait quels étaient les items dans l'image pour nous. Peut-être pour enfin, vous en onco, ça serait, vous décidez que c'est l'âge, le sexe, le nombre de verres de coca qu'il boit par jour, etc. D'accord? Mais on décide les items à l'avance. Ok? Pour nous, dans l'image, ça va être le caractère rond, spiculé, la taille, la densité, etc. Y compris plein de caractéristiques dont Roger va vous parler. Et puis, ensuite, on les donne au modèle et on dit, ben moi, tu me dis si c'est bénin ou malin, donc tu te débrouilles, tu fais tes itérations et tu me donnes le meilleur modèle qui prédit ça. Alors, ça existe depuis très longtemps, comme je vous l'ai dit. C'est en particulier ce qu'on appelle les CAD, les Computer Aided Detection ou Diagnosis. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce terme ou pas. Les CAD, on s'en sert en mammo, un peu, pas beaucoup, mais on s'en servait, on va dire. C'est des trucs qui, en fait, quand on affiche la mammo, vont nous mettre des petits points rouges sur les zones anormales de l'image et aider le radiologue à détecter les choses. D'accord? Donc ça existe depuis les années 90, ça c'est une publication des années 2000. C'était plutôt pas mal en termes de sensibilité. Le problème, c'est que c'est pas très spécifique. Et c'est vrai que si on avait de l'expérience, rapidement, on arrêtait de s'en servir parce qu'en fait, il pointait trop de trucs. D'accord? Donc, c'était pas utile. Mais rappelez-vous, ça, c'est ce qu'ils faisaient en computer vision, en machine learning. Ça, c'est ce qu'ils ont pu faire en deep learning. J'ai pas rajouté le fait que le fait de faire tourner ces algorithmes a été rendu possible par le fait que les GPU sont devenus beaucoup plus puissants. Et ça, c'est un élément extrêmement important, en fait. Parce que tant qu'ils n'étaient pas assez puissants pour calculer, c'était pas réaliste de les mettre en place, en fait. C'est-à-dire, comme je vous disais, j'ai dit un peu rapidement, la science existait déjà, mais personne ne l'avait mise en œuvre. Et non seulement l'équipe de Geoffrey Hinton, entre autres, a su la mettre en œuvre, mais en plus, est arrivé les moyens technologiques de le faire, de faire les calculs. Bref. Donc, si on applique ce raisonnement au CAD qui existait avant, on se dit, ben, moi j'aimerais bien gagner 10% de performance, quoi, ça serait quand même sympa. Donc, qu'est-ce que c'est que ce fameux deep learning? Il fait hyper chaud, non? Alors, qu'est-ce que c'est que ce deep learning? Ce deep learning, c'est basé sur les réseaux de neurones, dont la théorie date des années 50, et qui s'inspire plus ou moins quand même des neurones humains, dans le sens où ils reçoivent plusieurs informations et ensuite ils vont la modifier, cette information, la transformer, et ensuite la partager avec plein d'autres neurones. Okay. En pratique, qu'est-ce qu'ils font pour la transformer? Ils appliquent une fonction mathématique, mais débile. Hein. Enfin, les simples sont débiles, les plus compliqués sont un peu plus compliqués. Le truc typique, c'est l'effet seuil. D'accord? C'est-à-dire, si ma valeur est moins de, allez, on va dire, c'est le CA125. S'il est moins de 10, je donne la valeur 0. S'il est plus que 10, je donne la valeur 1. Okay. Ça, c'est la fonction d'activation la plus simple. Évidemment, on va avoir des choses beaucoup plus sophistiquées. Mais c'est comme ça que ça a commencé. Et donc, comme je vous disais, on va mettre ces neurones en réseau, et ils vont chacun recevoir l'information des réseaux avant eux, et ensuite le dispatcher chacun au réseau suivant, au neurone suivant. Je vais arriver. Donc ça va nous donner ça, qui est la version la plus simple du réseau de neurones, avec les neurones qui reçoivent, enfin qui collectent l'information d'entrée. Ensuite, les réseaux qui contiennent les fonctions d'activation. Et ensuite, la sortie. Bénin, malin. Okay, ou 5 classes, hein, si vous voulez. Okay, donc ça pourrait être les classes pronostiques, du MSKCC, du cancer du rein, si vous voulez. Okay. Évidemment, là, je vous en montre que 2. Mais même avec ces 2 couches, imaginez que chacune d'entre elles s'interface avec chacune des autres. Et donc, pourquoi est-ce qu'on dit que c'est des choses qu'on n'arrive pas à concevoir? Et pourquoi est-ce qu'on appelle ce réseau profond? Parce qu'il y a tellement de transformations mathématiques que nous, on n'arrive pas à suivre, quoi. D'accord?
Et du coup, on comprend bien la couche d'entrée, on comprend bien la couche de sortie, mais on n'arrive pas à reconstituer avec notre cerveau comment on passe de l'un à l'autre. Donc, à un moment donné, il faut qu'on fasse confiance. Aveuglément. Ok. Voilà. C'est comme ça que ça marche. Et au lieu d'en avoir 2, évidemment, on peut en avoir 10, 100, 1000. On peut avoir des réseaux en parallèle. On peut avoir des trucs circulaires. Enfin, les mecs, ils se marrent. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on met comme données en imagerie? En imagerie, on peut donner l'image directement elle-même. Là, je vous montre une version où on donnerait chaque pixel individuellement comme un point d'entrée, mais ça peut aussi être l'image avec des transformations différentes. D'accord? Alors, pour les internes de radio, en particulier, on peut faire des convolutions à ce niveau-là. D'accord? Ça vous avance peut-être pas plus ce que je vous dis, mais sachez-le. Bref, donc on peut lui donner de l'information tirée de l'image, ou on peut donner, enfin, de l'image, ou on peut donner ce qu'on veut. Mais tu peux me payer, mais à la fin. C'est gentil. On peut avoir extrait nos descripteurs qu'on avait fabriqués avec nos petites mains, avec notre machine learning, que, encore une fois, Roger va vous décrire, la densité, la taille, la spéculée, tout ce que vous voulez, et dire que chacun d'entre eux sont une donnée d'entrée. Et là-dessus, on peut rajouter ce qu'on veut. L'âge, le nombre de verres de coca, tout ça. On peut mettre ce qu'on veut là en entrée. D'accord? Et c'est ça qui est puissant. C'est que vous les mettez en vrac et ils se débrouillent. Voilà. Donc pendant son heure au Starbucks, c'est sympa. Le souci, comme je disais, c'est qu'à la fin, il nous donne un résultat et nous, on n'a pas compris comment il a relié le verre de coca au caractère spéculé, quoi. Et du coup, c'est nous qui décidons ce qu'on met. C'est nous qui décidons ce qu'on met. Mais on décide plein de trucs, en fait. C'est pour ça que je disais, il faut ça tout seul. Ouais. Bah, tout à fait. Parce qu'on décide ce qu'on met là, on décide les fonctions d'activation, on décide combien de couches on a, quelle forme elles ont, combien de neurones par couche, etc. Donc on décide quand même pas mal de trucs. Évidemment, on décide ce qu'on veut à la fin. Enfin, pas toujours, mais souvent. Ok, et comment est-ce qu'ils font pour s'améliorer? Parce qu'on dit ils apprennent tout seuls. Alors, comment est-ce qu'ils apprennent tout seuls? Eh bien, on a un set de données, nos données d'apprentissage. On les a annotées, c'est-à-dire qu'il connaît la vérité. On pourra discuter de ce que c'est que la vérité aussi. Il applique son réseau de neurones qu'on a quand même dessiné nous-mêmes, hein, on est d'accord. Et puis, il obtient une réponse. Donc, il va commencer. Si vous avez 10 000 mammographies, il en tirera au sort un petit nombre. Il ajustera son modèle sur ce petit nombre. Et puis, il verra que sur ces 30 mammos, eh ben, il avait raison 50% du temps. Donc, ça, c'est pas bien. Donc, il va revenir en arrière. Et en fait, la dernière chose que lui... Alors, la chose que lui ajuste, en fait, c'est la pondération de chacune de ces lignes. D'accord? Parce qu'au-delà de la fonction d'activation qui va être dans le neurone, en plus... on va attribuer un poids à chacune des transformations. D'accord? Et donc, non seulement on a besoin de comprendre ce qui se passe mathématiquement entre chaque neurone, mais en plus, il y a cette complexité des poids. Et dans un réseau même pas ultra complexe, on va avoir 10 000, 100 000 poids, quoi. Donc, clairement, inconcevable. Ok. Inconcevable, à part que c'est nous qui l'avons conçu théoriquement, quand même. Hein, donc, il y a quand même de... Concrètement, qui le conçoit? C'est des informaticiens qui le conçoivent théoriquement, enfin, qui font le truc de poulage. Ouais. En fait, nous, médecins, on sert à quoi? C'est vrai que... on pourrait... Non, mais attends, c'est hyper important. Parce qu'on sert au truc le plus important, en vrai. On sert à décider ce qui arrive là et à décider ce qui arrive là. D'accord? Et en fait c'est là où le bas blesse. D'accord? Parce qu'on va arriver à... qu'est-ce qu'on a comme application en IA? C'est là où... et c'est pourquoi? Parce qu'en fait, ces morceaux-là manquent. C'est-à-dire que les algorithmes, c'est bon, quoi. Enfin, je vais pas dire que les mecs, ils font pas de la recherche, hein, ils continuent, ils inventent des trucs super, ok, mais c'est pas ça le problème actuellement. Le problème actuellement, c'est les données. Hein. C'est les données et la vérité. Bref, mais on va en parler des données. Parce que du coup, en fonction de ceux qui vont faire la comparaison à la vérité, en fait, on aura la diverse vérité. J'aurais dû Ce sera dessiner des complètement bonbons. biaisé. Ben, on va y arriver. On va y arriver. Bon, bref. Donc, il modifie ses poids et en fait, en plus, on lui dit comment il considère que c'est bien. D'accord? Évidemment, dans la version la plus simple, on lui dit c'est bien, plus tu te rapproches de 100% de pertinence, mieux, enfin d'exactitude, mieux c'est, mais c'est pas toujours intéressant de faire ça. Hein. De temps en temps, il faut pondérer les choses pour dire bah, c'est pire de se tromper, de sous-estimer que de surestimer, par exemple.
Ça dépend ce qu'on veut faire. Si on veut faire du dépistage, il vaut mieux surestimer que sous-estimer. Donc je vais pondérer les mauvaises réponses où il rate une lésion plus fortement que celle où il trouve une lésion, mais finalement il dit malin au lieu de bénin, par exemple. D'accord ? Donc en fait, on a quand même moyen d'impacter aussi ce critère de qualité. Et donc voilà, et donc il va faire des boucles jusqu'à ce qu'il obtienne le meilleur score sur le critère que vous lui avez donné. Ok ? Donc, en imagerie, ça donne quoi? Bon, bref, ça c'est un petit truc marrant, vous le regardez tranquillement. Enfin, on voit que, heureusement c'est dans le futur, il y a la mort du radiologue humain, et ensuite, seulement après, l'intelligence artificielle domine la Terre, mais bon, d'abord il y a le radiologue. Alors après, on pourra discuter de l'oncologue, hein, parce que je pense que vous êtes menacés aussi. Hein. Parce qu'après tout, vous, quand vous traitez, c'est des algorithmes. Hein. Je prends l'histo, je prends l'âge, je prends, j'en sais rien, c'est pareil, c'est la fumée, machin. On me dit quelle chimio donner, hein. Pas besoin d'un oncologue pour ça. Puis comme vous avez les infirmières pour faire les annonces, hein. Une infirmière, un algorithme, c'est bon, hein, dans un service onco. Je suis le Jeffrey Hinton des oncologues. Alors, à quoi ça sert? Bah, évidemment, ça sert à ça. Évidemment, tout le monde est complètement focalisé sur ce boulot-là. Est-ce que les algorithmes peuvent aider les radiologues à détecter et classer les lésions? Oui. La réponse est probablement oui. Après, on va voir à l'usage, quoi. On y reviendra encore, hein, il y a un petit suspense. Alors, je vais parler des données, et en particulier de tous les problématiques autour des données, parce qu'encore une fois, ça, c'est le domaine des docteurs. Alors, ce n'est pas le domaine des mathématiciens. Nous, on ne sait pas faire les algorithmes, à part certains, et c'est très bien qu'ils sachent le faire, mais nous, ce qu'on connaît, c'est la médecine. On connaît les pièges, on connaît les limites, etc. Et nous, radiologues, on connaît les images, quoi. Alors, le principe de réalité, d'abord, c'est qu'il faut beaucoup de données. Alors, qui connaît le terme de la girafe? En radiologie, on s'en sert beaucoup. Hein. C'est une girafe. Ça veut dire que c'est un truc que je reconnais au premier coup d'œil. Les Américains appellent ça la ant mini. C'est pour ça qu'il y a une petite tante mini dans le coin. D'accord, c'est le truc, on l'a vu une fois, on le reconnaît. Ça, les algorithmes, ils ne savent pas faire. Hein. Donc, les choses ultra rares, il faut leur montrer plein de fois. Ce qui n'est pas simple, hein, en soi. Et puis, malheureusement, en médecine, contrairement à ce qu'on pense, on n'a pas beaucoup de données. On n'a pas beaucoup de données parce que nos populations sont très inhomogènes. Alors moi, j'aime bien appeler ça le double moving target. Les mathématiciens appellent ça le dataset shift. En fait, c'est difficile de trouver des groupes de patients qui ont le même historique, ont eu le même type d'imagerie, ont la même prise en charge. Parce qu'on ne prend pas en charge forcément de la même manière en Angleterre qu'en France, ont eu le même traitement. Et le temps qu'on mette au point l'algorithme sur le traitement X, il y en a un autre qui est sorti. D'accord? C'est typiquement ce qui m'est arrivé sur l'algorithme. J'ai bossé comme une tarée sur la perfusion des anti-angiogéniques dans le cancer du rein, pour qu'à la fin on me dise, ouais mais t'es gentil, il n'y a rien d'autre à donner, donc moi je veux bien que tu prédises leur efficacité, mais comme j'ai rien d'autre, je leur donnerai quand même. Bon, déjà, ok, sympa. Et puis après arrive l'immuno, donc ce n'est plus pertinent du tout. Bon, voilà. Et bien c'est la même chose pour les algos, quoi. Et comme il nous faut beaucoup de données, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher dans nos PACS ou dans nos dossiers médicaux, etc. Sauf que pour en avoir beaucoup, il faut remonter à 20 ans. Et franchement, est-ce qu'on peut comparer les patients d'il y a 20 ans à maintenant? Non, ça n'a pas de sens, quoi. Donc c'est un vrai problème, cette histoire de données. C'est un vrai problème. Et les gens disent, c'est pas grave, on va mettre toutes les données du monde qui vont se prendre la main et on va tous partager tout ça. Sauf qu'en vrai, c'est pareil, elles sont toujours disparates, quoi. Donc c'est un vrai problème. Et donc qu'est-ce que vous faites? Vous allez voir les mathématiciens, vous dites, vous êtes gentils les gars, non, vos algorithmes, machin. Maintenant, vous faites des algorithmes qui marchent avec moins de données. Parce qu'on n'a pas le choix, en fait. Donc ça, c'est clairement une piste importante de recherche. Parce que, à part la mammographie dans le cancer du sein, éventuellement peut-être un peu le scanner thoracique pour le dépistage du cancer du poumon, et encore, ceux d'il y a 10 ans ne ressemblent pas à ceux d'aujourd'hui, on n'a pas le choix, il va falloir travailler avec moins de données. Heureusement, on a le transfer learning, heureusement, ils commencent à chercher des manières de faire, et ça, je pense que ça va quand même nous faire sortir un petit peu de cette ornière, mais ça, c'est une des premières explications pourquoi aujourd'hui, il n'y a pas d'algorithmes d'IA qui sont utilisés en pratique, quoi.
Alors non seulement il nous faut beaucoup de données, mais en plus il faut des données dites annotées. C'est-à-dire qu'il faut qu'on dise, et là on rejoint ce que tu disais, il faut qu'on dise ce qu'ont les patients. D'accord? Donc pour nous en radiologie, c'est au minimum un diagnostic, idéalement la localisation de l'anomalie quand même pour un peu guider le truc, et malheureusement, quand on regarde nos comptes rendus, mais pas que les nôtres, les vôtres aussi, hein, et ben les informations elles sont quand même pas terribles. D'accord? Parce qu'il y a plein de trucs qu'on ne dit pas, parce que c'est une évidence au moment où ça se produit, et qui ne sont pas si évidentes après, donc elles sont incomplètes, biaisées, voire fausses, parce qu'on peut nous faire un scanner, évoquer un diagnostic, et puis on fait une biopsie, c'en est un autre. Et pourtant, ce diagnostic va rester dans notre compte-rendu initial, quoi. D'accord? Donc, c'est pas toujours évident. Alors, si on veut les annoter, eh ben, il faut y aller à la main, et il faut trouver la vérité vraie, ce qui n'est pas toujours évident. Et si on annote à la main, ça veut dire qu'il faut de l'huile de coude. Et donc, je peux vous dire que les internes de radio sont payés très cher en ce moment par les startups. Je ne vise personne particulièrement, mais effectivement, parce qu'il faut de l'huile de coude pour aller contourer les petites anomalies, etc., pour guider les algorithmes. Ah, rien. Mais vous inquiétez pas, vous aussi, vous serez payé cher. Parce qu'il va falloir faire pareil. Hein. Et croyez-moi, moi qui ai bossé les comptes rendus d'oncologie, il va falloir y retourner. Hein. Non mais c'est vrai, et c'est pas du tout méchant. Alors, il y a des gens qui essayent de trouver des trucs, des petits malins mathématiciens qui disent, bon, ok, je n'ai que 1000 IRM cérébrales, mais c'est pas grave, je vais en produire 6000 en transformant les images. D'accord? Donc, alors, petite remarque, ça c'est une publication. Regardez cette IRM cérébrale. Les internes de radio ne relèvent pas. Qu'est-ce qui ne va pas avec cette IRM cérébrale? Ouais, elle est retournée. Donc déjà, le mathématicien, il est mignon, celui qui a publié ça. Genre, le mec, il a même pas demandé au radiologue, quoi. Il l'a mis à l'envers. Je veux dire, je rêve, quoi. Il a mis la tête en bas. Bon, ok, c'est pas grave. Mais c'est un vrai problème dans ce milieu-là, c'est qu'on se parle pas suffisamment. D'accord? Et eux, comme ils reconnaissent des chats, ils se disent, bah moi je peux faire l'IRM cérébrale, quoi. Ok, non, mais ça c'est mon petit... Je me lâche. Hein. Bon bref, donc il la retourne, bon ça tombe bien, du coup elle est dans le bon sens, il la déforme, il rajoute du bruit, il la tord, etc. Et puis ils disent, oh, bah regardez, j'ai 6000 images, quoi. Enfin bon, c'est pas tout à fait la même chose que d'avoir 6000 patients différents, quand même. D'accord? Parce que le problème avec ça, c'est que ben, malheureusement il y a une diversité physiologique, et ça il faut la représenter, sinon on va se retrouver avec des données biaisées. D'accord? Et la diversité physiologique, c'est plein de diversités différentes. D'accord? Ça veut dire la diversité de la maladie, ses grades, ses présentations, etc. Ça veut dire la diversité de la normalité, parce qu'il y a plein de variantes dans la normale. Et la diversité de la technique d'acquisition d'images, ou peut-être, si c'est le CA125, la diversité des labos, quoi. D'accord? Donc si vous voulez que l'algorithme apprenne correctement, il doit avoir toutes ces informations là-dedans, et il ne peut pas en avoir une, c'est pas la girafe, il faut qu'il en ait plein de chaque. Donc c'est quand même pas si évident que ça. Et pas juste des trucs retournés. Non seulement ça, mais il faut que ça corresponde bien à la population à qui on va l'appliquer, d'accord? Donc, je ne sais pas si vous faites gaffe à mes titres, on a dit qu'il faut beaucoup de données, qu'il faut beaucoup de données annotées, qu'éventuellement on va les enrichir, c'est ce qu'on a fait avec l'augmentation, mais il ne faudrait pas qu'elles soient biaisées. Et typiquement, il y a une société qui a développé un algorithme de détection de la tuberculose sur les radios de thorax en Inde. Ok? Bah, si on l'applique en France, bah, il y a des grandes chances que cette masse, il va prendre ça pour une tuberculose, alors qu'en France, il y a beaucoup plus de chances que ce soit un cancer. D'accord? Donc, il faut en plus que chaque algorithme soit adapté au recrutement de chaque endroit, quoi. Ok, alors ce que les gens pensent, parce que quand même là je vous présente genre ils sont morts, non ils sont pas morts du tout, ils vont apprendre avec moins de données, c'est des merdes, ils vont apprendre, et ce qui circule, et ce n'est pas une prédiction, c'est que les gens développeraient des algorithmes un peu génériques, qui ensuite seraient réentraînés sur les données de chaque site, et du coup donneraient l'algorithme parfait pour le site. D'accord? Mais il serait parfait à un temps T. Hein. Si votre chirurgien gynécologue comme chez nous s'en va,
et que votre recrutement change complètement, et ben, votre algorithme sera plus adapté. Ok ? Alors, comment est-ce qu'on annote ces choses-là? Ben ça, du coup, finalement, je l'ai un peu déjà abordé. En radio, on essaye de s'économiser des efforts en allant chercher l'information dans les comptes rendus. Donc, du coup, je vais un peu me répéter. Mais ça, par exemple, c'est un compte rendu de myo-mutérin, hein, comme je fais de la gynéco, et puis finalement, il y a plein d'informations dedans. Donc, on pourrait trouver plein de choses, à la fois sur la caractérisation de l'image, et puis sur le diagnostic. Seulement, comme je vous disais, ben, un jour J, on pourra dire finalement, ouais, c'est un myome, c'est sûr, et puis en fait, c'est un sarcome ou vice-versa. Donc, c'est vrai qu'on ne peut attribuer de confiance qu'au niveau de la qualité de la notation. Je ne sais pas si c'était français, mais vous m'avez compris, je pense. D'accord? Donc, il faut, quand on recherche cette annotation, il faut que l'information soit présente. Et comme je vous disais, il y a souvent des données manquantes. Et en plus, il faut qu'elles soient exactes. Et c'est toute une question de ce que c'est que cette vérité, cette vérité vraie, qui va être l'annotation sur laquelle on entraîne nos algorithmes. Et bah, comme tu disais, c'est loin d'être si évident que ça. Alors, quand c'est la survie, il est vivant, il est mort, bon, en général, on arrive à faire la différence entre les deux. Mais il y a des cas où c'est beaucoup plus difficile. Et typiquement, il y a une grande base de données de radio de thorax qui est en open data, hein, sur lequel n'importe qui peut travailler, et qui a été annotée, comme je viens de le montrer, c'est-à-dire à partir du compte rendu. D'accord? Sauf que, bah, finalement, on ne savait pas quelle était la valeur. Donc ils ont pris un sous-groupe et puis ils l'ont fait annoter par 3 radiologues. D'accord? Mais ces 3 radiologues, finalement, ils ont vu une condensation, ils ont dit c'est une pneumopathie, mais ils ont pu se tromper, quoi. D'accord? En fait, on aurait mieux fait, probablement, de la noter comme condensation. En plus, sur la radio de thorax, quoi. D'accord? Donc, après, les gens, ils vont entraîner ça, parce qu'il n'y a pas de données, c'est le seul endroit où on a 30 000 radios de thorax, quoi. Donc, ils l'entraînent là-dessus, ils font ce qu'ils peuvent. Mais sauf que on sait qu'on va avoir des algorithmes entraînés sur des données à moitié vraies, quoi. Voilà. Alors, qui a entendu parler du Health Data Hub? Non? C'est à la base de données française. Ouais, c'est ça. Donc, il y a une grande initiative française qui s'appelle le Health Data Hub, qui a pour ambition de mettre toutes les données de santé, alors pas forcément littéralement dans un entrepôt commun, mais en tout cas qu'elles soient interrogeables de manière... ouais, enfin voilà, une énorme base de données. Donc dedans, il y aura les comptes rendus hospitaliers, les comptes rendus des médecins généralistes, les données biologiques, les données des pharmacies, toutes les données de la CNAM, etc. Donc c'est un truc ultra ambitieux. Et on espère qu'avec ces données, on arrivera à sortir des choses. Mais souvenez-vous, une base n'a de qualité que la qualité de ces données, quoi. Donc on va mettre dedans des comptes rendus. Typiquement, il y a besoin d'humains justement pour analyser les comptes rendus. Là, parce que pour l'instant, actuellement, quand elles analysent les comptes rendus, alors, elles arrivent à sentir le non, diagnostic, ce qui s'est passé ouais. en hospice et tout. Non, alors, ça dépend ce que tu leur demandes. Ouais. Tu vois, ça dépend ce que tu leur demandes. Honnêtement, donc j'ai pas cité le terme, ça s'appelle du NLP, Natural Language Processing, ou analyse du langage naturel en français. Ça marche plutôt bien. Pour moi, alors ça marche plutôt bien. Maintenant, ça gère beaucoup mieux les négations qui ont été un problème pendant très longtemps en machine learning, justement. C'est ce qui fait que Google te propose des réponses à tes mails. Donc ça marche plutôt pas mal quand même, hein. Ce qu'il y a, pour moi, hein, ça va s'améliorer, c'est bon. Il y aura des trucs qu'ils n'arriveront pas à détecter, mais s'il faut qu'on retourne sur 0,1% des comptes rendus, pourquoi pas. Le problème, c'est la qualité de l'info de base. C'est ça le vrai problème. C'est que ça, la machine, elle ne peut pas l'inventer. Elle ne peut pas dire « Non, mais il a dit ça, mais en fait, il voulait dire ça. » Donc voilà, et puis je veux dire, j'imagine, vous êtes en consulte, vous voyez le patient, et puis après, vous sortez de consulte, et puis il y a peut-être un truc qui vous échappe, enfin, je veux dire, ou des trucs qu'on ne met pas exactement pareil, parce qu'on va envoyer le compte-rendu à la famille. Et aussi, des fois, oui. D'une fois à l'autre, finalement, c'est pas exactement la même chose. Exactement, ou alors vous dites, je vais le traiter comme ça, et puis vous en discutez en staff, et puis finalement, vous changez d'idée, et puis... Quand je parlais des comptes rendus non co, hein, et c'est du vécu.
On a fait notre recherche sur les antiogéniques et les cancers du rein. Donc on est retourné dans les comptes rendus, on voulait juste savoir quelle était la date de début du traitement. Donc ceux qui sont passés à l'HEGP parmi vous connaissent Stéphane Oudard. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc on cherchait, on a lu les trucs, on ne les retrouvait pas. Donc un jour on s'est assis à 6. D'ailleurs il y avait Damien Bouddha. Donc mes 3 masters, lui, un interne, moi. Et on a commencé à lire les comptes rendus pour retrouver cette date de début de traitement, quoi. Je veux dire, elle n'y était pas dans la moitié des cas. Elle n'y était pas. Ou alors, on en avait 5 différentes. Mais c'est incroyable, parce qu'on se dit quand même, le mec, il sait quand il a commencé son traitement. Je suis sûre que l'oncologue, le jour où il voyait le patient, il savait très bien. Si ce n'était pas explicitement dit. Alors en plus, les anti-angiogéniques, comme c'est prescrit en ville, on n'a pas le logiciel chimie, on n'a rien, quoi. Donc on est vraiment mort. Et c'est pareil pour le diabète, et c'est pareil pour les corticoïdes, j'en sais rien. Enfin, donc franchement, c'est vraiment pas du tout trivial, quoi. C'est vraiment pas du tout trivial. Et je pense que si certains d'entre vous avaient bossé sur votre thèse, vous l'avez vu. Bref, donc ça c'est le Health Data Hub. Mais ce Health Data Hub, il est structuré pour recevoir du texte et des chiffres, en gros. Il n'est pas structuré pour recevoir des images. Et donc, il y a une initiative, donc je vous en parle parce que c'est sympa. C'est sympa et c'est intéressant. De ce qu'on appelle le groupe professionnel de la radiologie, qui regroupe les radiologues hospitaliers, universitaires et libéraux, pour essayer de construire une structure qui s'appelle Dream Francia, et donc a été fondée l'année dernière, en octobre, pour avoir un corollaire, en fait, image de cette base de données patient. Donc voilà, maintenant il faut la construire, hein, donc c'est pas du tout gagné, mais voilà, il y a une initiative. On est les seuls au monde à avoir pensé comme ça, d'accord, parce qu'on est tous un peu napoléoniens sur les bords, quoi. Donc les autres pays ils sont genre quoi, un truc central. Si, il y a le Danemark quand même, j'exagère, mais bon voilà. Donc potentiellement, si on arrive vraiment à monter ça, on a quand même un gros potentiel. Une fois qu'on a mis de côté le problème de la qualité, etc. Mais ça, tout le monde l'a. Alors. On a dit on a un problème de données, etc. On essaye de le résoudre, on dit aux mathématiciens de se débrouiller pour bosser avec moins de données, etc. Mais il y a une autre chose qui est importante en médecine et qui n'est pas importante pour détecter les chiens, c'est l'explicabilité, interprétabilité. D'accord ? Je mets ça un petit peu dans un chapeau, c'est-à-dire, ouais, on veut bien lui faire confiance à cet algorithme, mais on aimerait bien quand même avoir une petite idée de comment il fonctionne ou comment il est arrivé au résultat. Et donc ça, c'est une autre avenue de recherche de nos collègues ingénieurs, mathématiciens, informaticiens, ce que vous voulez. C'est comment je vais représenter les résultats de l'algorithme pour que le cerveau humain puisse appréhender en particulier ce qui se passe. D'accord ? Et en fait, on n'appréhende pas tant ce qui se passe, parce que ça vous montre les images telles qu'elles ont été modifiées. Alors ça, c'est une rose, hein. C'est pas du tout une image médicale, mais telles qu'elles ont été modifiées par l'algorithme à chaque étape. Alors c'est que quelques neurones, hein, mais à chaque étape, par exemple ici, le premier neurone, le deuxième neurone, etc. Okay ? Mais bon, ça nous aide pas des masses. Hein. Ce qui nous aide plus, c'est ces deux sortes de choses. Il y a ce qu'on appelle les cartographies d'occlusion. Et en fait, donc ils entraînent l'algorithme, et puis après ils prennent des images et ils disent, si je cache cette partie de l'image, est-ce que tu trouves la bonne réponse? Si je cache celle-là, est-ce que tu trouves la bonne réponse, etc. D'accord? Et du coup, on obtient des pourcentages, on va dire, d'importance de la zone dans l'image pour que l'algorithme trouve la bonne réponse. Et donc, ça nous montre indirectement sur quoi il s'est focalisé pour détecter le truc. Donc ça, c'est un logiciel qui a été développé sur la base de radiothorax dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et donc où il montre que, effectivement, quand l'algorithme détecte, je ne sais plus, cette masse, enfin ça c'était de l'épanchement, enfin je ne me rappelle plus exactement chaque exemple, mais que la zone la plus rouge, la plus chaude, la plus importante, ça correspond bien à la masse, quoi. D'accord ? Qu'il n'est pas en train de diagnostiquer sur autre chose. Et on va voir que le problème des facteurs confondants est assez fréquent. Et ici, c'est un petit peu le même principe. Mais en gros, il transforme l'image pour voir quel est l'élément de l'image. Alors, c'est pas la zone, mais quel est l'élément de l'image qui déclenche la bonne réponse. On s'en fout, mais c'est juste pour que vous compreniez. Parce que, pourquoi je vous explique ça sur les images? Parce que vous pourriez dire, on s'en fout, on est oncologue. C'est parce que tout ça, ça va arriver chez vous. Hein. Ça va forcément arriver chez vous. Donc, vous, ceux qui ont bravé les grèves et tout,
il y aura des trucs que vous aurez pigés et quand vous allez les lire, bah, vous vous direz ah oui, ça a un sens. D'accord? Parce que c'est tout ce qu'on est en train de développer en imagerie, ça va vous servir à tous les autres, quoi. D'accord? Et entre autres, évidemment, on ne fera pas des cartographies d'occlusion, mais il y a déjà des gens qui jouent avec quelle est la partie de l'information qui, si j'enlève, fait planter l'algorithme. Et donc, on a besoin de ça parce que malgré tout, quand on va vendre ça aux patients, c'est-à-dire que quand on va recevoir le patient, nous, radiologues, d'abord, je ne sais pas si vous savez, mais il va falloir informer les patients qu'on a utilisé un logiciel d'intelligence artificielle pour faire leur diagnostic, choisir leur traitement, je ne sais quoi. Donc il va bien falloir qu'on leur explique. Et souvenez-vous, ce que le logiciel va nous donner, c'est un pourcentage. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On ne sait pas du tout comment on va faire. Il y aura probablement des logiciels qui diront oui, non, qui diront cancer, pas cancer, par exemple dans la mammo de dépistage, parce que dans la mammo de dépistage, on accepte le risque. On sait qu'il y a un risque. Par contre, peut-être que nous, ils analyseront nos scanners et on viendra, on dira, il y a un truc qui ressemble à un kyste, mais l'algorithme a dit qu'il y a 0,1% de chance que ce soit un cancer. Voilà. Bon, voilà. Hein. Donc, tiens, voilà ton compte rendu, démerde-toi, quoi. Enfin, ça va pas être simple. Hein. Non, parce que l'ACR, c'est des classes. C'est des classes de risque. Mais oui, enfin, dans l'absolu, oui, il faudra transformer ces algorithmes en des classes de risque. Mais ce qui est accepté dans le sein n'est pas forcément accepté dans d'autres choses. Hein. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, hein, mais il y a déjà, si vous cherchez sur Apple Store, pour ne pas le nommer, on fera un petit aparté sur le machisme d'Apple Store après. Parce que j'ai passé beaucoup de temps dans ma voiture avec les grèves, hein, donc j'ai entendu plein d'infos super intéressantes. Non, mais c'est parce que en fait, c'est un biais de l'algorithme, hein, donc je sors pas complètement de l'histoire. Mais bon, bref, donc vous pouvez prendre un logiciel qui va prendre en photo vos grains de beauté, et ce logiciel va vous donner le degré de risque soit un mélanome. Sauf que ce risque, il n'est jamais à 0. Jamais. Voilà. Et donc, on va avoir des pauvres mecs qui... alors que nous, c'est vrai que médecins, on a l'habitude de se dire, bon, c'est bon, ça c'est un grain de beauté, ça c'est un kyste rénal, c'est bon, quoi. Alors que ce risque, il existe, mais on clôt le débat, quoi. Et c'est vrai que ça risque de remettre des choses un petit peu sur le tapis. Oh là là, je suis très 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 bavarde. On va commencer un peu en retard. Et puis, vous m'avez posé des questions, c'est votre faute. Au-delà de l'explicabilité et l'interprétabilité, il va y avoir la détection d'erreurs. Donc, je ne sais pas si vous savez ça, mais il y a des petits rigolos qui s'amusent à hacker les algorithmes. D'accord ? Et donc, ce rigolo-là, qui est un type que j'adore et que je lis assez souvent parce qu'en fait, il fait des petits blogs très courts pour vous faire comprendre aux débiles comme nous comment ça marche, donc j'aime bien. Bon, bref, il montre, donc ça, c'est l'image d'un chat persan, ok, très bien. L'algorithme détecte bien, et là, il a modifié quelque chose et il dit c'est un grille-pain. Ok. À 98%. 98%, c'est un grille-pain. Alors là, on rigole parce qu'on dit t'es gentil, je vois bien que c'est pas un grille-pain. Ok ? Sauf que je vous mets une mammo. Et il vous dit à droite 98% bénin. Bah, faut quand même en avoir pour dire non, il se plante l'algorithme, quoi. C'est ça le problème. D'accord ? Alors évidemment, nous les vieux. Mais, enfin, je veux dire, c'est. Quand ils vont se planter, il y aura des fois où ce sera évident, et il y aura des fois où ça ne se verra pas du tout. Et donc, il se plantera juste complètement. Et il n'y a pas que les trucs hackés qui se plantent. Les algorithmes, ils se plantent complètement sur des trucs, mais délirants, quoi. Délirants. Tout seul. Et nous, si c'est évident, on s'en rendra compte. Si c'est pas évident, on s'en rendra pas compte. Et ça, c'est quelque chose que... Je dis, mec, c'est le cauchemar du radiologue, mais je pense que c'est le cauchemar de la patiente, d'abord. Enfin, c'est quelque chose qui préoccupe énormément les gens qui s'occupent de la réglementation et de l'autorisation de ces algorithmes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne conçoit pas des algorithmes qui fonctionnent indépendamment d'un contrôle humain. Juste, sur quoi il se base pour donner son pourcentage de... Ben en fait, il se base sur l'expérience qu'il a eue sur sa base de données, en gros, quoi. Si c'est une nouvelle image. Ben, il a établi un modèle qui a extrait des éléments de l'image, des éléments transformés de l'image, transformés avec tous ces trucs mathématiques, qui, combinés entre elles, lui font dire que ça penche plutôt dans que dans 98% des cas, ces éléments de l'image correspondent à une image bénigne,
et dans 2% des cas, elles correspondent à une image maligne. Cette combinaison spécifique. Mais du coup, il y a comme un... Il y a probablement... Enfin, et encore, je dis probablement, parce que en fait, je ne sais pas très bien comment ça marche, mais il y a tout un panel d'éléments contenus dans l'image, encore une fois, brut ou transformés un peu beaucoup passionnément. Et c'est la combinaison de ces éléments-là qui font pencher la balance, en fait. D'accord? Et ils le font plus ou moins pencher beaucoup ou pas beaucoup. Alors, c'est pas du tout comme ça que ça marche, mais disons qu'il extrait 1000 items de chaque image pour décider si c'est bénin ou malin. Et bien, s'il en a 980 qui rentrent bien dans la catégorie bénigne, ben, il va dire 98%. Et s'il y en a, tu vois, s'il y en a que 500, ben, il va dire que c'est à 50%. Ok, mais je suis pas sûre que ce soit aussi simple. C'est juste pour se donner une petite idée. Alors, on continue dans les limites. C'est pas fini. Il y a le problème de la causalité, d'accord, versus la corrélation. Et c'est là où je disais, c'est pas parce qu'on trouve que l'algorithme associe un certain nombre d'images de manière très efficace à un diagnostic, ou même pas d'image, hein, que c'est vrai, d'accord? Et ça, ce sont les grands échecs des algorithmes d'IA. Alors, c'est peut-être pas écrit très grand. Par exemple, il y a des gens qui ont travaillé sur les fameuses lésions cutanées et qui se sont rendus compte qu'un des éléments les plus importants dans le diagnostic de malignité, c'était la présence d'une règle à côté de la photo. Pourquoi? Parce que le dermato, il prend une photo du mélanome avec une règle à côté pour avoir la taille. D'accord? La fracture de hanche, finalement, vous savez, avec cette technique d'occlusion, ça nous permet de voir quel est l'élément qui est important dans le choix de l'algorithme. Et il y a eu un algorithme sur la fracture de hanche sur les scanners, et en fait, dans les métadonnées du scanner, c'était indiqué si ça avait été demandé en urgence. Et donc, comme dans la base, il y avait des scanners demandés en urgence avec fracture de hanche, des scanners de bassin pour une autre raison, et quand même majoritairement les fractures étaient dans celles demandées en urgence, et bien ça, c'était un élément extrêmement important et qui était très pondéré dans l'algorithme. Donc ça, c'est le problème des couches de neurones au milieu, mais c'est pas ce qui se passe. Non, c'est les facteurs confondants, c'est encore autre chose. En fait, c'est pas qu'on sache pas ce qui se passe, c'est que comme on lui file, tu te souviens, je disais, allez, tiens, voilà le dossier, 2010 000 patients, moi je vais prendre un Starbucks, démerde-toi. Bah lui, il lit tout, quoi. Il lit tout, y compris le fait qu'il y ait écrit urgent dans l'intitulé du scanner, le fait qu'il y ait... Oh merde, pardon. Tu vois? Mais on peut pas rentrer nous-mêmes les critères de base de réflexion. Alors si, on peut les rentrer nous-mêmes, mais dans ce cas, c'est du machine learning. C'est je le fais à la main, et ça, on sait que ça plafonne. Il n'y a pas des systèmes mixtes? Si, il y a des systèmes mixtes. Mais a posteriori, on a tous les éléments et toutes les pondérations Ben, relatives. du moment... Non, on ne les a pas. Enfin, on les a si on fait ce travail-là. D'accord? Et quand il y a écrit urgent dans la métadonnée, je sais l'interpréter. Mais si je te dis, c'est celui-là, alors celui-là, il est ultra important. Bah ouais, moi j'en sais rien, quoi. J'en sais rien. Donc il y a un Coréen aussi, pour continuer avec mes exemples, qui avait bossé sur un truc qui diagnostiquait plein de pathologies sur radiothorax, et en fait, ils avaient le meilleur score sur l'insuffisance cardiaque. Pourquoi? Parce que les gens avaient des fils de sternotomie et que c'était très associé. Vous voyez tout ça? Donc ça, bah, c'est la réalité. Parce que du coup, il y a toutes les données cliniques dans ces... Ben, ça dépend ce que tu mets dedans, si tu veux. Mais en fait, parfois, on ne choisit pas ce qu'on met. Alors, si, parce que quand je te dis, tiens, prends ce dossier, je choisis quand même ce que je mets. Je mets que l'image, je mets le dossier clinique, je mets les métadonnées de l'image, je mets, tu vois. D'accord? Donc, les fils de sternotomie, ça, je ne peux pas les enlever de l'image, donc ils y sont. Mais par contre, l'intitulé du scanner, c'est sûr que j'aurais pu ne pas le mettre. Mais en fait, c'est venu avec. D'accord? On ne peut pas créer un filtre. Si, bien sûr. Celle qui enlève les facteurs confondants. Si, mais il faut les détecter d'abord. Et encore une fois, le facteur confondant, il peut être facile à détecter, il peut être très compliqué à détecter. Donc aujourd'hui, il y a toute une réflexion. Donc comme je vous disais, les autorités, là, elles se posent quand même des questions de comment on va contrôler la qualité. Et quand on dit la qualité, bah, ça va être tout le processus, c'est-à-dire déjà les données initiales, parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui met en place un algorithme, il ne vous dit pas ce qu'il y avait dans ces données d'apprentissage. D'accord? Parce que c'est un secret. C'est des industriels, je les comprends, hein, il n'y a pas de souci. Mais c'est juste que comme c'est secret, eh ben, on ne peut pas dire
Ouais, mais tu l'as fait sur des tuberculoses et moi j'ai des cancers, quoi. Donc, ça, je veux dire, au-delà des erreurs vraies, quoi, enfin des erreurs débiles, il y a des erreurs qui sont sincères, quoi. Et s'il n'y a pas un médecin au début qui a quand même dit qu'est-ce que je mets dedans, quel type de population je veux inclure, à quoi ça va servir cet algorithme, à qui je vais l'appliquer, on va se planter, quoi. Bref. Et alors en plus, on rajoute le fait que beaucoup de ces algorithmes sont apprenants. C'est-à-dire que si vous l'achetez aujourd'hui, il va continuer à apprendre sur vos propres données. Donc vous dites, c'est bien, certes c'est bien, sauf que il peut y avoir une dérive, d'accord ? Justement, c'est ce data set shift, une dérive qui fait que, à un moment donné, j'en sais rien, vous allez avoir plein de fractures de hanche parce que les métros sont en grève et que y a de la neige. Et du coup, ça va ça va avoir beaucoup plus de fractures de hanche et du coup, ça va surdiagnostiquer la fracture de hanche dans les mois qui suivent, quoi. Vous voyez, donc et comment est-ce qu'une autorité qui donne le marquage à un temps T, va vérifier que ce marquage, il est encore fiable 2 ans plus tard. Donc il y a vraiment plein de problèmes. Bon, nous, en plus, en imagerie, nos techniques évoluent. Voilà, il faut que j'avance. Bref, nos techniques évoluent parce que je veux y arriver. Alors, je devrais dire quel des derniers problèmes. Le dernier problème, c'est ce que je vous ai dit au début, c'est que pour l'instant, on travaille quasiment que sur des données rétrospectives. Donc ça a la valeur que ça a, qui, on sait, sont pas très bonnes. Il y a quelques études prospectives, vous voyez dans cet exemple qu'il n'y en a qu'une en imagerie. Alors on peut inclure quand même l'endoscopie dans l'imagerie. Donc il y a eu une sur l'amélioration en fait, de la détection des lésions en endoscopie haute, la détection des polypes en colo. Il y a eu un truc sur le triage des scanners cérébraux pour des anomalies neurologiques. Donc ça, c'est une des grandes applications qui est proposée, c'est trier les examens pour le radiologue. D'accord ? Donc vous allez être aux urgences, vous avez plein de scanners, etc. L'algorithme les supervise rapidement et vous présente ceux qui ont des anomalies en premier. D'accord ? L'idée, c'est de raccourcir le temps du diagnostic. C'est super. Leur premier truc, là, c'est pareil, c'est un truc de Nature. Leur premier truc a une sensibilité de 79%, mais une spécificité de 48%, donc c'est quand même pas terrible. Versus 79 et 85 pour le radiologue. Ils ont comme objectif de détecter 50% des cas anormaux, c'est quand même pas extraordinaire, avec maximum 20% de faux positifs. Pardon. Le problème, c'est qu'est-ce qui arrive à celui qui n'est pas détecté, quoi. Et rappelez-vous, l'algorithme, il ne reconnaît que ce qu'il a vu plein de fois. Donc celui qui n'est pas détecté, il se retrouve tout en bas de la pile. Donc il n'a pas de bol quand même. Voilà. Et puis, il y a eu une étude qui est assez intéressante, qui est aussi prospective et randomisée, où il y avait une interprétation des monitoring chez les femmes qui accouchaient. Et en fait, l'interprétation était beaucoup plus rapide et beaucoup plus reproductible avec l'algorithme, c'est logique. Ce qu'il y a, c'est que ça n'a rien changé en termes de survie et de morbidité, etc. Parce que finalement, les cas graves, ils étaient détectés tout à fait bien par les humains, quoi. Bref. Donc c'est même pas parce que c'est plus performant à un moment qu'à la fin, il y a un bénéfice final. Est-ce que je parle de ça ou pas? Peut-être pas, vous en fichez. L'amélioration de la qualité d'image? Si. Donc on ne peut plus m'arrêter. Donc, en dehors de cette histoire de détection, classification, c'est sympa, mais ça, on sent, là j'ai quand même bien insisté sur le fait qu'on sent que les applications, elles vont avoir du mal à se mettre en place. Il y en aura, c'est sûr, mais on a encore tout un travail d'évaluation, etc. à faire. D'accord ? Donc finalement, en 2016, on devait disparaître en 2020. Bon, je pense qu'on sera là en 2020. Mais il y a des choses, il y a plein d'autres choses qui peuvent être impactées. D'accord ? Ça, c'est le parcours d'une demande de radio ou d'un examen de radio. Et je vais pas parler de tout ça, mais en fait, il y a plein de trucs qui peuvent se passer sur ce chemin. Entre autres, poser les indications sur des vrais critères, optimiser la planification, tout ça, on s'en fout. Avoir des algorithmes de décision à la fin qui dit « l'algorithme a dit qu'il y a 0,1% de chance de kiss, donc l'algorithme dit que ce n'est pas la peine de lui faire un autre examen. » Voilà, donc ils se parleront entre eux, ça sera super. Enfin bref. Des comptes rendus qui seront générés automatiquement à partir de nos annotations. Enfin, il y a quand même des trucs qui vont être utiles. Mais le truc qui est déjà là, la seule application en imagerie qu'on utilise aujourd'hui,
c'est l'amélioration de la qualité d'image. Et c'est vrai que ça vous impacte moins, certes, mais nous, ça va nous impacter des masses, parce que donc on avait des manières physiques de reconstruire l'image à partir de l'acquisition, que ce soit la radio, le scanner, l'échographie ou l'IRM. Et en fait, en utilisant des algorithmes de reconstruction, on va beaucoup plus vite avec beaucoup moins d'informations. Et beaucoup moins d'informations, ça veut dire que on peut faire des IRM beaucoup plus vite, c'est-à-dire qu'au lieu d'échantillonner correctement, ça c'est pour notre vocabulaire, l'espace K, on peut le faire un peu torché, et l'algorithme va nous reconstruire une super belle image, quoi. Non mais c'est vrai, vous avez vu les images un peu? C'est un truc de dingue, quoi. C'est un truc de dingue. On va pouvoir baisser les doses d'irradiation, c'est-à-dire qu'on fait 1/10 de la dose, on a la même qualité d'image. On baisse les doses d'agents de contraste, pareil, 1/10 de la dose, on a la même qualité d'image. Donc, pour vos patients qui ont des problèmes rénaux, les jeunes chez qui on ne veut pas irradier, etc., ça va quand même tout entièrement revoir, en tout cas remettre en cause un certain nombre, dans le bon sens, d'indications de radiologie. Alors, juste pour vous montrer des images quand même, ça c'est des images qui sont du scanner Toshiba, ça c'est des images de l'IRM-GE. Donc ça, c'est une image reconstruite traditionnellement et très zoomée. Vous voyez qu'il y a un petit grain. Et ça, c'est l'image reconstruite par l'algorithme. Et donc, on n'a plus du tout de grain, on n'a plus du tout de bruit dedans. Et ça, c'est pareil pour un scanner cardiaque. Donc ça va nous permettre... Alors, on est moyennement heureux, nous, les radiologues, parce que nous dire qu'on va pouvoir faire l'IRM en un quart du temps, ça veut dire qu'on va avoir beaucoup d'IRM à faire. Hein. Et pour les patients, c'est quand même pas mal. Voilà. Et puis, alors, il y a des trucs marrants comme ça. Donc ça, c'est des images qui sont retravaillées par un algorithme de deep learning. Donc ici, on a une image en couleur, on l'a mis en noir et blanc, et puis il le colorise. Il apprend à la disposer en couleur, d'accord? Et ben on peut faire pareil en imagerie. Ou par exemple ici, ils ont reconstitué un scanner cérébral en fenêtre osseuse à partir de l'IRM. Donc c'est pareil, les constructeurs, ils n'aiment pas trop ça, hein, quand on leur dit qu'à partir de l'IRM, on va faire un scanner. Mais bon, dans l'IRM de prostate, par exemple, ça c'était une application, et ben on pouvait refaire une fenêtre osseuse pour rechercher les métastases, quoi. Donc c'est assez marrant. Pourquoi est-ce que ça existe déjà? Parce qu'on n'a pas de problème de données. Alors là, à la limite, c'est un petit peu plus compliqué, mais là, qu'est-ce qu'on fait? On prend toutes nos IRM très belles, et puis, donc on met de côté l'image toute belle, on la dégrade un max, et puis on dit à l'algorithme, à partir de celle-là, tu retrouves celle-là. Tu te débrouilles, c'est pareil, là c'est toujours le Starbucks, machin, et il produit l'image qui est belle, quoi. Donc on en a des millions, des milliards d'images comme ça, donc c'est facile à entraîner. Et dans ce cas, le risque, c'est pas de louper Alors, bah, à nous de découvrir ça. À nous de découvrir. On va avoir des nouveaux artefacts, et puis on va avoir des nouveaux pièges ou des nouvelles limites. Mais là où c'est moins gênant, c'est que les pièges et les limites, ils existent déjà aujourd'hui, hein, quand on reconstruit nos images. Ça, c'est notre boulot de radiologue à nous de savoir ça. D'accord? Donc, mais il va falloir quand même le réapprendre. Et alors, petite subtilité, nos algorithmes qu'on a entraînés sur nos images reconstruites traditionnellement, est-ce qu'ils vont savoir interpréter les images reconstruites par les algorithmes? Ben, on ne sait pas. Donc c'est bien, on verra. Bon, enfin voilà, donc vous voyez qu'on peut faire des trucs assez rigolos. Bon. Alors, ça y est, c'est ma conclusion. Donc, on va voir un petit peu plus large. D'abord, quand même, ce que les gens espèrent, c'est que ça va nous aider un peu à synthétiser un patient. Parce que maintenant, il y a tellement d'informations autour d'un patient qu'on aimerait bien avoir quelqu'un qui nous aide à le synthétiser. Et d'ailleurs, Roger, ce qu'il va vous montrer, c'est que en fait, on peut combiner plein d'informations différentes. Donc ça, vous savez, c'est les interactomes. Et ben, avec tout ça, comment est-ce qu'on arrive à faire une synthèse de l'élément important ou les éléments importants pour un patient donné quand on a autant d'informations. Bon, donc, mais nous, là où je pense quand même qu'on aura un bénéfice assez rapide aussi, parce que les constructeurs sont déjà en train de nous donner des choses, c'est ce que j'aime bien appeler la médecine holistique. Donc, et qui parle aux oncologues. Pourquoi? Parce que vous, les oncologues, vous êtes sympas. Mais d'habitude, vous nous demandez un scanner ou une IRM pour qu'on fasse le bilan du cancer. C'est bien. Sauf qu'en vrai, aujourd'hui, on attend un petit peu plus. Le patient est traité, il faut l'évaluer. Il faut détecter les complications. Et puis, il faut détecter les comorbidités, les effets possibles à long terme. Donc, c'est pas aux oncologues que je vais dire qu'une femme qui survit à un cancer du sein meurt de maladie cardiovasculaire en général. D'accord? Elle meurt 10 ans plus tôt, je crois.
de mémoire qu'une femme qui n'a pas été traitée d'un cancer du sein, alors qu'elle est guérie de son cancer. D'accord? Donc ça, c'est notre boulot. Pourquoi? Parce qu'elle va peut-être avoir des calcifications, etc. Les patients cancer du rein qui ont des calcifications aortiques étendues, eh bien, ils meurent plus tôt que les patients qui ont un cancer du rein et qui n'ont pas ces calcifications étendues. Donc, etc. etc. Ok? Donc, maintenant, nous, idéalement, il faudrait qu'on fasse de la radiologie holistique, c'est-à-dire que quand on regarde un examen, on tire tous les éléments importants de cet examen, et ça, c'est pas facile pour nous. Et donc, ces outils pourront quand même nous aider, parce qu'il y a des choses sur lesquelles il n'y a pas une décision clinique formelle, mais qui vont nous aider, et typiquement, et on reboucle sur notre sarcopénie, typiquement, évidemment, éventuellement nous aider à évaluer la tumeur, détecter les métastases pulmonaires, etc., éventuellement faire notre réciste à notre place, pourquoi pas. Mais en plus, nous quantifier l'emphysème pulmonaire, la sarcopénie, les calcifications vasculaires, etc. Tous les trucs qui sont débiles et que j'ai pas le temps de faire parce que moi je fais de l'onco. Et ben si, quand j'ouvre mon examen, j'ai mon calcium score, j'ai l'emphysème, j'ai la fracture vertébrale par ostéopénie, etc. Et ben ça me fait gagner du temps et moi je peux vraiment me concentrer sur le cancer. Vous voyez? Donc ça, c'est des choses, autant donner mon image à l'algorithme et dire « dis-moi de quoi ça parle », on n'y est pas encore parce qu'il y a trop de conséquences associées à cette décision. Mais par contre, avoir plein de petites aides comme ça c'est sûr, sur les consoles actuellement, c'est des choses qui sont déjà proposées. Donc ça, vraiment, ça va nous servir. Et du coup, ça va vous servir aussi. Alors après, avoir une masse d'informations, ça sera à vous de vous débrouiller. Mais bon, je pense quand même que c'est dans l'intérêt du patient. Je vais m'arrêter là. Combien de temps ça prend à peu près pour développer un algorithme typiquement pour la mammographie? Enfin, une fois qu'on le met à tourner, qu'on lui a donné les informations, enfin le temps qu'il apprenne en fait, il met combien de temps à apprendre? En fait, ça dépend des données, etc. Mais on va dire... Enfin, c'est l'échelle du mois Ah non, pas du tout. Non, c'est l'échelle d'une journée ou de 2 jours, quoi. Mais ça dépend ce que tu leur donnes. Si tu donnes des scanners multicoupes, quoi, oui, c'est plus long. Mais ça se compte en jours. Et une fois en heure-jour, on va dire. Une fois que l'algorithme est développé, ça demande des machines, des ordinateurs d'une puissance particulière. Quand c'est en fait, une fois qu'il est fait, il faut des GPU pour faire tourner quand les données sont complexes, en particulier justement les scanners. Faire de l'analyse sur de la radio de thorax, tu peux le faire sur ton ordinateur perso. Et du coup, c'est des logiciels qui apprennent en permanence? Pas tous. Certains d'entre eux s'arrêtent et disent maintenant c'est ça mon algorithme, et puis d'autres sont apprenants. Alors je vous ai pas parlé de la segmentation qui intéresse énormément les radiothérapeutes parce que en fait il y a des trucs de fou en segmentation, c'est-à-dire où ils découpent les organes automatiquement, donc vu que c'est la moitié du boulot du radiothérapeute, c'est lui qui va aller boire au Starbucks. Non, c'est vrai, tu as vu les logiciels, c'est un truc de fou. Et c'est des choses, encore une fois, où il n'y a pas une conséquence directe en termes de prise en charge. C'est des conséquences indirectes avec quelqu'un qui peut contrôler, etc. Donc c'est vrai que et donc pour répondre à ta question, ouais, une fois qu'il est entraîné, il tourne sur n'importe quelle machine, hein, ça c'est pas un problème. Et aujourd'hui, alors une autre piste qui est en cours de développement, alors d'abord c'est de travailler sur les clouds, hein, avec des groupes privés et des groupes publics qui proposent des clouds avec une puissance de calcul importante, donc tu montes tes données dessus, tu fais tourner, tu redescends le résultat. Le problème, c'est qu'en public actuellement, il n'y a pas de cloud qui ait le droit d'héberger des données de santé. Viens peut-être, Roger. Donc on ne peut pas faire ça. Entre autres, il y a un super calculateur financé par le public, mais tu ne peux pas mettre des données de patients dessus parce qu'il n'y a pas la sécurité nécessaire. Eh ben, merci beaucoup. Non, parce qu'en fait, c'était hyper intéressant et en fait, ça fait exactement le lien avec ce que je veux dire, parce que du coup, ce que moi je vais vous raconter, ça va être beaucoup plus focalisé et beaucoup plus pratique. Donc, c'était bien d'avoir la vue globale avant de pinailler sur les petits détails. Et donc, avec moi, on va pinailler un peu. Donc, la première partie, elle va être probablement plus intéressante pour vous parce qu'elle va être très générale et que ça va être applicable en fait sur tout ce qui va être gestion de base de données avec beaucoup de données. Et puis après, si on a un peu de temps, parce qu'on m'a dit qu'on finissait à 23h30, c'est ça? Donc, si on a un peu de temps, on regardera, je vous montrerai les slides, mais c'est plus de l'exemple et de l'application. Et comme ça touche un peu, moi je travaille sur l'immunothérapie, donc peut-être que ça intéresse un peu les gens. Donc moi je suis en thèse de sciences, en 3e année de thèse de sciences, et je finis mon internat de radiothérapie, j'essaye de le finir.
Je n'ai pas de- Super. Et donc je travaille sur la radiomique en particulier pour faire des prédictions sur les réponses à l'immuno. Donc, je vais commencer avec une première partie où je vous présente en fait qu'est-ce que c'est que la radiomique, mais en plus en détail. Parce que là, Laure vous a présenté l'intelligence artificielle sur l'imagerie. On va voir qu'en fait, quand on rentre dans le détail, il y a encore des petites subtilités à connaître. Est-ce que la radiomique, ça parle un peu aux gens ou pas du tout? Juste le principe. Donc, le principe, c'est en gros, on va traduire les données d'imagerie médicale en des données quantitatives qui sont objectives et qui vont nous permettre de faire des associations entre ces données quantitatives et ce qu'on veut chercher. D'accord? Contrairement à la biopsie qui va chercher les mutations, nous on va essayer de trouver des associations statistiques entre des caractéristiques d'image et ce qu'on veut. Donc on va créer des biomarqueurs d'imagerie. D'accord? Ça peut être de la survie, ça peut être de la classification, ça peut être de la segmentation, ça peut être en fait tout ce qu'on veut. Donc ça c'est globalement le workflow global de ce qu'on fait en radiomique. Donc en gros on part d'un scanner ou d'une imagerie conventionnelle, que ce soit un scan complètement normal, plus ou moins injecté, ou un PET scanner ou une IRM, d'accord? Il n'y a pas besoin que ça soit du TEP ou autre, ça peut être du TEP, mais ce n'est pas une imagerie qui sort de l'ordinaire. On va sélectionner des zones d'intérêt, donc en particulier la tumeur du patient, et on va en extraire des informations. Donc ces informations, elles peuvent intéresser soit la forme de la tumeur, soit des informations qui vont être en rapport avec l'intensité ou l'histogramme. Donc ces trois choses-là, c'est des index qui sont calculés à la main par des algorithmes. D'accord? Elles sont handcraftées, elles sont construites à la main, et donc elles dépendent de votre logiciel. Cette dernière partie, c'est le deep learning. C'est ce que Laure vous a montré. En fait, avec les réseaux de neurones, vous pouvez trouver de l'information directement à partir de l'image. D'accord? Vous mettez votre image et avec les réseaux de neurones, il va essayer de trouver l'information la plus importante pour votre problème. D'accord? Sans que vous ayez à lui donner des formules autres que l'architecture de votre réseau. Et donc, avec ces informations, le but, pour l'instant, c'est d'essayer de les combiner avec les autres informations conventionnelles, la biopsie ou les prises de sang, pour essayer de mieux caractériser la maladie du patient et essayer de trouver des traitements qui sont ciblés à ces caractéristiques. On parle de médecine de précision. Donc là, en gros, je vais vous présenter un petit peu qu'est-ce que c'est que ces petites choses, en fait, comme ça, vous avez, pour que vous ayez un petit peu les idées un peu plus claires. Quand on parle d'histogramme, d'index lié à l'histogramme, en fait, on va juste compter les différents voxels qui sont à l'intérieur de l'image. Les voxels, c'est les pixels en 3 dimensions, puisque vous savez que dans les scans, il y a une épaisseur de coupe. D'accord? Donc on parle de voxels. Et par exemple, quand on fait que compter les voxels blancs et les voxels noirs, on se rend compte qu'en fait, dans ces 4 images, elles sont hyper différentes, mais elles ont le même nombre de voxels blancs et de voxels noirs. Et donc, finalement, en termes d'histogramme, il n'y aura pas de différence. Ça va être la même information. Que vous regardiez la moyenne, la distribution ou l'écart type de votre image, vous allez tomber sur les mêmes paramètres parce que c'est une information qui est très basique et qui s'intéresse que à l'histogramme, une seule dimension. D'accord? Ça reste intéressant, des fois ça peut aider des problèmes, mais ça ne prend pas en compte la distribution spatiale. Donc pour la distribution spatiale, on va regarder des index qui sont de deuxième ordre, ou c'est les index de texture. Donc ces index de texture, en fait, c'est juste pour que vous ayez une idée de comment on passe d'une image à plein de colonnes de chiffres. Donc vous prenez votre image, vous la traduisez en nombres en fonction de l'intensité. D'accord? Par exemple, là j'ai mis 0 pour le noir, en fait c'est même pas moi, c'est Sylvain Rosé. Un 0 pour le voxel noir et un voxel de valeur 1 pour les gris, etc. Enfin, tout ce qui est intermédiaire jusqu'au blanc A3. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de regrouper les patterns entre eux. D'accord? Donc vous avez des matrices de co-occurrence qui vont regarder combien de fois on a deux voxels de valeurs spécifiques, par exemple les voxels 1 et 2 qui sont juste l'un à côté de l'autre, et on va construire la matrice
de façon à compter à chaque fois que ce pattern est représenté dans l'image initiale. Donc ici on l'a une fois, et on va faire ça pour tous les voxels dans un sens ou dans plein de sens. On peut aussi regarder des matrices qui vont regarder combien de fois un voxel est répété dans l'image à la suite, donc des longueurs de répétition ou des zones de répétition. D'accord ? Et ces matrices-là, donc vous voyez que une fois qu'on a ces matrices, on a en fait une nouvelle image, et du coup vous pouvez refaire votre histogramme et récupérer des nouvelles datas dessus. Et ça, les matrices, elles sont que dans une direction. Si vous voulez avoir votre image en 3 dimensions, il y a des matrices qu'il va falloir répéter dans 13 directions pour avoir votre image en 3 dimensions. D'accord ? Donc là, vous pouvez commencer à imaginer le nombre de colonnes qu'on peut avoir juste pour décrire un petit volume. Donc après, pareil pour les index de forme, vous avez le volume que tout le monde connaît, et en fait il y a pas mal de formules qui peuvent vous aider à représenter l'irrégularité de votre forme, ou la spécularité, la sphéricité, etc. Donc tout ça c'est des formules mathématiques qui peuvent vous aider. Et donc ça c'était un travail par une Hélène du labo qui montrait qu'en fait il faut vraiment faire attention quand on étudie les index de forme, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont dépendants du volume. Donc ça c'est des petites choses à savoir quand vous regardez les études. Des fois en fait on vous donne plein d'index et finalement en fait ce qui ressort c'est que finalement c'est la taille de votre tumeur qui est pronostique. Donc il ne faut pas trop se faire avoir. Donc ça vous avez vu dans la présentation d'avant. Donc en fait en deep learning, ce qu'on va faire, ce que font les couches de neurones, ou plutôt les convolutions que vous allez créer, c'est que vous allez essayer de générer aléatoirement des filtres qui vont modifier votre image. Et ces filtres, ils vont être plus ou moins importants en fonction de votre question que vous allez lui poser. Si par exemple la question c'est j'ai une tumeur ORL, essaye de me montrer quels sont les voxels qui sont de la tumeur, donc pour faire de la segmentation, bien en fait on va voir qu'il y a ces filtres-là qui vont être plutôt intéressants, et du coup à l'apprentissage il va garder les paramètres qui ont conduit à générer ces images. D'accord ? Là vous avez des filtres qui retrouvent l'os, ou ici plutôt l'air, etc. D'accord ? Donc ça c'est les images qu'on peut avoir pour quand on part directement de l'image brute et qu'on fait des réseaux de neurones. Et juste, ces filtres, ils sont générés à partir des histogrammes que tu décrivais? Non, ça c'est vraiment du deep learning. Donc les autres, pardon, ce que j'ai pas précisé, c'est que les autres c'est vraiment calculé, c'est la radiomique simple avec des index de radiomique qui sont créés à la main. En fait, c'est des calculs, c'est des formules. Et ça c'est le deep radiomique ou les deep features qui sont issus de réseaux de neurones. Donc en fait, tu codes que ton architecture. Ça va ? Bon, donc et pareil, comme c'est compliqué de partir de l'image initiale, le scanner, en fait ce qu'on lui donne c'est des petits volumes de tumeurs. Donc finalement, on aura une petite dépendance à la façon dont on va contourer ou définir nos volumes. Alors dans le deep learning, si on fait du deep radiomique, on a moins ces problèmes, puisque en fait on va partir de l'image initiale sans faire de segmentation. Mais on peut aussi faire des réseaux de neurones sur des features radiomiques. Je vais vous montrer. Ça complexifie un petit peu plus, mais ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, quand vous partez d'une image, en fait, il y a pas mal de choses qui peuvent modifier vos résultats. Et c'est tout ce qui est fait en amont avant que j'extrais mes features. En fait, il y a plein d'étapes sur comment je processe mon image. Par exemple, vous savez que dans un scanner, il y a 32 767 niveaux de grille. Vrai, vous le savez tous. Sauf que, en fait, si vous mettez ça dans un réseau de neurones, en fait, vous allez avoir 32 000 valeurs possibles d'unité Higgs-Field. Donc c'est un peu plus compliqué à apprendre. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on regroupe les unités Higgs-Field entre elles en quelques niveaux de grille, puisqu'on sait que de toute façon, nous à l'œil, on ne voit pas plus que, je sais pas, 30, 20 niveaux de grille, et que ça nous permet de voir l'information. Donc probablement que l'ordinateur n'a pas besoin de ces 30 000 niveaux de grille non plus. Sauf que vous voyez que si, en fonction de la façon dont vous allez
condenser votre image, vous allez dégrader la qualité de votre image, et du coup, les index que vous allez retirer de cette image-là, ça ne va pas du tout être les mêmes que celle-là. D'accord, donc c'est des petites choses pour lesquelles il faudra faire attention, et pareil, quand vous avez des images qui proviennent de scanners différents, en fait, probablement que les protocoles d'imagerie sont un petit peu différents, et du coup, les features que vous allez en extraire, elles vont être pas forcément comparables directement, et il y aura probablement des corrections à faire, des petits ajustements, en fonction des KV, des ampères, etc. quoi. Donc c'est des petites choses qu'il faudra faire gaffe. Et une fois qu'on a... Donc ça c'est pour l'IRM, c'est pareil, en fonction des Tesla, il y a pas mal de choses à faire. Donc c'est seulement une fois que vous avez fait tout ça, que vous avez possibilité d'extraire des features qui soient à peu près comparables, et donc c'est là où vous avez votre tableau Excel avec entre 40 et 2000 variables pour une image. D'accord? Donc ensuite c'est l'étape de l'analyse statistique à proprement parler, donc c'est le machine learning. Et le machine learning, globalement, on peut faire des réseaux de neurones là-dedans, d'accord? Les réseaux de neurones, c'est pas que à partir de l'image, ça peut être aussi sur des bases de données. Donc, vous pouvez faire comme on a dit, tout le monde connaît les régressions linéaires, etc. En fait, le but du jeu, là, c'est vous avez vos variables. Par exemple, vous voulez prédire le prix de votre appartement. Vous avez en entrée vos variables, la taille, le nombre de pièces, le nombre de briques, la couleur des briques, etc. Et vous faites votre modèle à partir de votre jeu de données d'entrée, quoi. Donc, ce qu'il faut juste retenir, c'est que globalement, on a besoin d'un jeu de données externe pour valider ce qu'on apprend. Parce que quand on lui met qu'un seul jeu de données d'apprentissage, il peut être biaisé par tout ce que Laure vous a montré. Si on a fait le photo finder sur que des mélanomes d'une population caucasienne, on sait que si vous lui donnez quelqu'un une population afro-américaine ou autre, il va avoir il va être biaisé, il va avoir des moins bons résultats. Donc le but, c'est d'essayer d'améliorer la généralisation de la générabilité de votre algorithme et de ne pas se faire avoir par des biais. Donc souvent, ce qu'il faut faire attention, c'est quand vous lisez des papiers, c'est de savoir si les gens ont essayé d'avoir au mieux 2 jeux d'entraînement pour pouvoir optimiser, parce qu'en fait on fait plein d'allers-retours. Donc même avec 2 jeux de données, finalement on entraîne et on réentraîne des millions de fois. Donc il y aura forcément un moment où le jeu de données d'entraînement et le jeu d'optimisation, ils vont tous les deux être significatifs. Donc c'est pour ça que globalement on demande 2 jeux de données pour entraîner et pour optimiser. C'est ce qu'on appelle le training set et le validation set, l'evaluation set. Et un 3e jeu de données externe qu'on ne touche pas trop et qui au mieux ne vient pas du même endroit pour savoir si notre signature elle est applicable, elle est valide dans ce jeu de validation externe. D'accord ? Le but c'est d'éviter que votre modèle soit surentraîné, qu'il soit très efficace dans votre jeu de données, mais qu'il soit en fait juste biaisé et pas du tout applicable ailleurs. D'accord ? Donc ça c'est vraiment le plus important. C'est en fait en gros quand vous lisez des papiers, vous lisez l'abstract et s'il n'y a pas de 3e jeu de données de validation, en gros vous pouvez le balancer à la poubelle. Ça ne sert à rien de le lire parce que quand on fait tourner, en fait on fait des optimisations, des itérations, on fait tourner les codes 1000 fois et il y a forcément une fois que ça tombe juste dans toutes les cohortes, quoi. Ok ? Donc ça c'est vraiment c'est valable pour toutes les bases de données où vous avez plus de variables que de patients globalement, parce que quand vous avez plus de variables que de patients, finalement vous avez plein de les algorithmes souvent ils ont plusieurs possibilités et du coup ils peuvent avoir plusieurs endroits, plusieurs façons de converger différentes, donc plusieurs solutions. Donc c'est pour ça qu'il y a des méthodes pour essayer de réduire le nombre de variables qui vont être intéressantes. C'est les méthodes de sélection de variables et les méthodes d'extraction de variables. Alors, juste pour vous, on a peut-être un peu de temps, la différence entre sélection de variables et extraction de variables, c'est juste que quand vous sélectionnez des variables, vos variables que vous gardez dans votre modèle, elles ont du sens. Par exemple, si vous voulez
apprendre à prédire le prix de votre appartement, vous allez virer la couleur des briques, vous savez qu'elle ne sert à rien. Donc, et vous allez rester sur le nombre de pièces de la surface. D'accord? Donc ça, c'est une sélection de variables. L'extraction de variables, c'est vous allez vous prendre toutes vos variables initiales et vous allez vous mettre dans une autre dimension qui va essayer de résumer l'information de toutes vos variables différentes. Donc c'est par exemple la PCA, l'analyse en composante principale, ça parle aux gens. Globalement, ça vous donne des variables qui n'ont plus du tout aucun sens, d'accord, c'est des composantes, et qui sont un peu associées à tout ce qu'il y avait avant. D'accord, mais sauf que on ne pourra pas, on va dire, bon, bah, j'ai cette variable, je peux la coefficienter, mais par contre, je ne saurais plus trop ce qu'elle veut dire. Ça va pour tout le monde? Et du coup, le risque, c'est que cette variable-là en question, elle soit valable que pour... Ouais, exactement, parce que du coup, elle est dépendante d'un jeu de données et d'un nombre de colonnes. Bon, donc, mais oui, effectivement, du coup, pour retrouver ces composantes, souvent, il faut à peu près les mêmes jeux de données pour les réappliquer. Et du coup, si jamais vous voulez lire les papiers de Radumik, parce que c'est hyper sympa l'histoire de Noël, il y a des scores qui existent, hein, des papiers de critères de qualité. Parce qu'en fait, finalement, c'est ce que Laure disait, c'est qu'en fait, comme c'est nouveau, il y a un engouement qui fait qu'on arrive à publier des papiers de merde dans des gros journaux. Et ça, il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. Donc il faut vraiment faire attention à ce que vous lisez. Et c'est pas parce que c'est un gros impact factor que c'est un bon papier. Une belle étude plutôt. Ok? Donc là, je répète, s'il y a des choses à retenir en stade général pour vous, c'est globalement, donc, au niveau des analyses statistiques, ce qui est important, c'est de vérifier s'il y a eu des analyses multivariées qui ne prennent pas forcément que en compte de l'imagerie. Parce que finalement, on peut faire beaucoup de choses sur l'âge des patients, le sexe, qui font beaucoup mieux que l'image. Par exemple, dans BRAT, pour la survie des patients, ils n'ont rien trouvé de mieux que l'âge, je crois. Et du coup, il n'y a pas besoin... C'est-à-dire le nombre d'années qui te restent à vivre, pour me préciser. Voilà. C'était les bases de données de glioblastome, et en partant de l'image, en fait, pour prédire la survie des patients, finalement, juste prendre l'âge faisait mieux que mettre l'image du patient. Donc voilà, faut faire. Et du coup, il y aura beaucoup de papiers qui vont cacher des données cliniques pour vous vendre une belle signature Radumik. Il faut faire attention à ça. Il faut faire attention au cut-off. Et ça, c'est un petit message pour tout le monde parce que vous connaissez tous les AUC. Et du coup, vous avez probablement tous envie de. Enfin, on va vous demander de faire des études dans vos services sur des facteurs biologiques, par exemple le neutrophile sur lymphocyte ratio. Donc en gros, c'est le rapport entre les neutrophiles et les lymphocytes. Et il n'y a pas de cut-off. En gros, chaque papier a un peu son cut-off. Et du coup, la stratégie que les gens ont, c'est j'ai une variable continue. Je vais essayer de trouver le meilleur point qui permet de séparer mes patients entre ils vont mourir et ils ne vont pas mourir. Et ce seuil-là va me donner le seuil pour séparer mes patients. D'accord? Ça vous suivez? C'est les AUC. D'accord? C'est le point le plus en haut à gauche de votre courbe ROC. Et ensuite, une fois qu'on a déterminé nos classes de patients, on va regarder si notre variable prédictive, elle permet ou non de prédire la survie. D'accord? Ça choque personne pour l'instant? Sauf qu'on vient de dire qu'on a essayé de séparer nos patients en fonction de la meilleure façon de les séparer sur le fait qu'ils allaient mourir ou pas. D'accord? Donc si maintenant je regarde et que je compare la survie de mes deux groupes, on s'attend à ce qu'on ait une survie qui soit différentielle. D'accord? Et en fait, beaucoup de papiers font ça, font des AUC sur des trucs et après ils vous montrent qu'ils ont trouvé un superbe facteur et c'est juste qu'ils ont construit leur groupe comme ça. Donc les cut-offs, globalement, c'est biaisé. Donc soit on prend des cut-offs qui sont publiés, par exemple Intel a montré qu'un cut-off à 4 c'était bien, donc on va reprendre un cut-off à 4, ou alors vous prenez la médiane, parce que techniquement si vous avez une variable qui sépare bien vos patients et qui a bien un effet entre plus la valeur est haute et plus votre patient est à risque ou protégé, en fait que vous coupiez n'importe où, vous êtes censé pouvoir séparer vos groupes, donc couper au milieu et puis c'est bon. Donc ça c'est le petit conseil pour tout le monde.
Et enfin, valider, quoi. Si vous voyez un papier où ils font ce qu'on appelle la cross-validation, je ne sais pas si ça parle aux gens, souvent c'était des petites cohortes où en fait on a par exemple 100 patients ou 50 patients et c'est tout. Et bien ce qu'on va faire, c'est que pour prédire, on va partir sur une cohorte de 100 patients et on va faire une cross-validation de ce qu'on appelle une 5, par exemple une 10K-fold, c'est on va séparer notre jeu de test en 10 fois. Et du coup, on a 10 sous-parties de notre cohorte, d'accord? Donc, qui font tous 10 patients. Et on va prendre les 90 patients pour prédire les 10 patients qui restent, d'accord? Et en fait, on va tourner comme ça. À chaque fois, on va prédire un dixième par rapport aux 9 autres dixièmes. Et on va tourner nos trucs. Donc, en fait, on entraîne 10 signatures différentes pour prédire toute la cohorte. D'accord? Donc, c'est pareil, ça, c'est hyper biaisé. Il n'y a pas vraiment de validation et il n'y a pas vraiment enfin, c'est hyper optimisé, quoi. Donc faut faire attention. Voilà. Si jamais vous aviez eu envie de faire ça, c'est une très mauvaise idée. Ne faites pas ça. Est-ce que vous avez des questions? Parce que du coup, il se fait peut-être un peu tard. Je présente vite fait l'ambiance RadioMix en Immuno. Ouais. En quelques diapos alors. Donc globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que les études en RadioMix, les études qui sont publiées, il faut faire très attention parce que il n'y en a pas beaucoup qui valident des signatures des autres. Donc souvent en fait ce que vous allez lire, c'est des groupes qui vont entraîner et valider leur propre signature. D'accord? Donc qui vont mettre leur biais en plein milieu du papier et qui vont le faire passer comme ça. Donc c'est pour ça que pour l'instant, le niveau de preuve, il est globalement plutôt faible, mais il y a quand même des choses qui sont intéressantes. D'accord? On ne peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Je ne sais pas c'est quoi l'expression, mais globalement, il ne faut pas cracher non plus sur l'analyse, il faut rester prudent. D'accord? Donc pour l'instant, en immuno, il y avait des papiers au début qui montraient que l'imagerie, finalement, vous arriviez à corréler des patterns RadioMix avec des signatures moléculaires de l'inflammation ou de la réponse immunitaire. Et que ces signatures, en plus, elles étaient associées à la survie des patients. Donc sur des cohortes de patients opérés de poumons, on extrayait le RNA sec, on faisait nos signatures et on voyait qu'on arrivait à prédire. D'accord? Donc, on pouvait faire ça sur les signatures moléculaires, on pouvait faire ça sur les populations CD8 ou l'expression de PDL. D'accord? Ça, c'est les premiers papiers. Et puis, nous, dans notre labo, ce qu'on a essayé de montrer, c'était qu'on pouvait faire le lien entre les lymphocytes CD8, le phénotype des tumeurs et les outcomes des patients traités par immunothérapie. Donc on faisait un peu plus ce lien. Le but c'était de ne pas faire un score boîte noire où on a des index, on a des pondérations de features RadioMix dont on n'a aucune idée. Le but c'était vraiment de voir si on pouvait prédire les CD8 et voir si cette prédiction permettait de prédire la réponse aux autres immuno. Et puis après, vous avez maintenant, il y a beaucoup de papiers qui commencent à sortir là-dessus, qui s'intéressent à l'hétérogénéité spatiale. Est-ce qu'on peut, vu que la RadioMix, ça permet d'analyser pas qu'une seule tumeur, mais en fait toute l'image de la patient, est-ce qu'il y a un intérêt à faire de l'extraction de RadioMix de plein de lésions différentes, et est-ce que ça a un apport sur le pronostic des patients? Donc voilà, donc il y a pas mal de petites choses. Donc si vous voulez, moi je vais vous présenter juste très très rapidement ce qu'on avait fait. Donc globalement, on sait que l'immunothérapie, plus il y a de lymphocytes CD8 et plus on répond, enfin plus on a tendance à être favorable à une potentielle réponse avec plein de guillemets. Et du coup, nous, ce qu'on voulait voir, c'était est-ce qu'on arrivait à récupérer cette chose-là qu'on voit très bien en anapathe par rapport, donc avec une tumeur qui a plein de lymphocytes et une tumeur où il n'y en a pas du tout, si on arrivait à avoir cette chose grâce au scanner, quoi. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris, donc, dans une cohorte d'essais cliniques à l'IGR, c'est l'essai Moscato, où en fait les patients ont des biopsies, c'est un essai de thérapie ciblée.
Globalement, l'avantage, c'est qu'avec les biopsies des lésions tumorales, on a le RNA-seq qui va nous permettre, grâce à des signatures de gènes, d'estimer les lymphocytes CD8 de façon globalement plus objective que ce que nous donnerait l'anapathe, même si ce n'est pas le gold standard. Et ensuite, comme on a le scanner de la lésion biopsiée, on peut faire le rapprochement entre l'imagerie de la lésion biopsiée et le RNA-seq qui en a découlé de la biopsie. Et du coup, on a pu entraîner notre algorithme comme ça. Et on l'a appliqué dans plusieurs cohortes de validation. Donc, il y en a vraiment une qui permettait de celle du TCGA, c'est une base de données publique où il y a les scanners de patients, il y a du RNA-seq, il y a même des lames anapathes. Donc comme ça, on a pu estimer les CD8 de ces patients et appliquer notre signature sur leur scanner pour voir si on retrouvait à peu près la même association. Puis après, les autres, c'était une cohorte de tumeurs qui étaient connues pour être plutôt infiltrées, c'est les mélanomes, les poumons, on sait que ça répond bien. On voulait voir si ces tumeurs-là étaient différentes de tumeurs qui sont complètement vides en CD8, comme les lyomyomes, les carcinomes kystiques, enfin, des petits trucs où il y a 0 lymphocytes. Et puis on a regardé sur une dernière cohorte des patients traités par immunothérapie si leur score qu'on avait appris permettait de différencier les courbes de survie. Et du coup, donc, on est parti de 80 variables qui venaient de la tumeur et un petit peu de la nanopériphérie, et avec un algorithme un elastic net, en gros c'est une régression linéaire qui va pénaliser des variables pour les faire sortir du modèle tout seul ou les remettre tout seul dans le modèle. Il passe de 80 variables à 8 variables. Et donc là vous avez un petit peu ce qui en retient, et globalement c'est des index qui vont être des index d'hétérogénéité, ou ici directement un index lié à la localisation du volume. Par exemple, les adénopathies, il s'est rendu compte tout seul que quand c'était une adénopathie, les CD8 étaient globalement plus élevés que le reste. Donc il va un petit peu booster les adénopathies, et ici c'était les tétécous, il les pénalisait, et on n'en avait pas beaucoup dans l'entraînement, donc pour le moment ça joue un peu. Et ici il y avait le kilovoltage, donc c'était un paramètre de scan, comme quoi, donc nous on l'avait rentré et finalement il a retenu comme quoi il faut bien corriger les paramètres d'acquisition pour rendre les choses un peu comparables. Tous ces paramètres, c'est toi qui les as rentrés ou ils ont été déduits tout seuls par la machine? Alors, tout ça, donc une fois que tu fais ton volume, tu as ton logiciel qui va t'extraire des variables. D'accord? Et donc tout ça, c'est des variables extraites. Ça, c'est des variables que j'avais labellisées. Parce que quand j'ai fait mes volumes, je leur avais dit ça c'est de l'adénopathie, ça c'est du foie, ça c'est du poumon, ça c'est de l'ERL. Maintenant, je te donne les informations, je te donne la localisation et tu gardes ce que tu gardes. Donc finalement, j'en avais mis 5 localisations, il en a gardé que 2, qui pour lui étaient plus difficiles à classer que les autres, ou plus faciles. Et les KVP, c'était dans les métadonnées des scans. Mais il faut effectivement les extraire pour les mettre en tête de base de données. Et donc ça, c'est pour vous montrer que donc globalement, c'était les performances du modèle en entraînement et en validation. C'est les AUC probablement les plus moches que vous ayez jamais vues. D'accord ? Elles ne sont pas du tout parfaites. Mais il y a pas mal de choses à dire là-dessus. C'est que on avait une base de données qui était hyper hétérogène. On avait des scans qui venaient de partout, on avait des tumeurs solides d'un peu partout aussi. Et du coup, il y avait pas mal de biais qui pouvaient être inhérentes à nos bases de données, parce que en fait, ce qu'on voulait chercher, c'était est-ce que le CD8 pouvait être retrouvé sur n'importe quel scan. Donc on avait des tumeurs du poumon, on avait des lymphomes, des mélanomes, etc. On avait pas mal de tumeurs différentes. Et le fait d'avoir des associations qui restent significatives comme ça, c'était quand même plutôt encourageant, dans le sens où on se tirait quand même pas mal de balles dans le pied sur nos cohortes. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut valider en fait les choses que vous trouvez, parce que ça peut être du hasard. Donc il faut faire plein de validations, et c'est ce qu'on a fait. Donc on a demandé à un anapathe de lire les lames qu'on pouvait trouver sur le TCGA, et en fait ce qu'on voyait, c'est qu'il y avait quand même une association, une petite corrélation qui était visible entre ce que l'anapathe lisait, estimait en termes d'infiltration en lymphocytes, et le score de notre scanner, alors que finalement en fait il n'y a rien de très fou entre les formes des lésions, elles sont à peu près pareilles. Donc voilà.
Et je ne vous ai pas montré l'autre courbe entre les tumeurs très infiltrées et les tumeurs vides. On avait des élucées qui étaient plutôt jolies aussi. Et ici, c'est la cohorte de patients traités par immunothérapie, où on avait pris une des lésions les plus représentatives des patients, et finalement, le score qui était extrait de cette lésion à baseline, elles étaient plus élevées, enfin l'infiltration ou l'estimation des CD8 par notre signature, elle était plus élevée chez les patients qui répondaient bien que chez les autres. Donc ça, c'était notre papier. Il y avait, en gros, ça a fait du bruit parce que c'était, en gros, la première fois où on montrait un intérêt de la radiomixe pour l'immunothérapie. Donc ça fait plein de mots-clés qui s'enchaînent, du coup ça excite un peu tout le monde. Mais globalement, il y a quand même pas mal de biais, hein, il faut les souligner. C'est que c'est une signature qui était très générale dans plein de tumeurs différents. Donc finalement, si maintenant on me donne 300 poumons, faire la différence entre 300 poumons et faire la différence entre le poumon et le cancer du pied, c'est peut-être plus facile. Enfin, globalement, quand il y a plus d'hétérogénéité, c'est plus facile de trouver des différences que quand toutes les tumeurs se ressemblent, quoi. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut réentraîner les signatures pour les cas spécifiques. Que nous, globalement, ça prenait assez de temps, c'était pas tout à fait automatique, et que c'était de toute façon, comme toute série rétrospective, vous faites des itérations, et du coup, il y a toujours des risques de biais, quoi. Donc c'est pour ça que je vous ai parlé de l'importance de validation externe, d'accord, histoire de ne pas contempler ce petit rouleau de scotch tranquillement et d'être content. Il y a des Américains de Chicago qui ont appliqué notre score dans une cohorte de patients traités par Moro et radiothérapie stéréo de plusieurs lésions. Et en fait, donc ils ont récupéré notre signature, c'est les mêmes variables, et ils ont séparé leurs patients en fonction de ce qu'ils avaient un score très élevé ou très faible, et ils retrouvaient des associations entre la prédiction lésion par lésion si le score était élevé, il y avait plus de chances que les lésions répondent, et les patients, si en moyenne ils avaient des scores élevés, ils avaient plus de meilleures survies et des meilleurs PFA, donc ça c'est du coup on va passer. Et pareil au niveau génomique, ils avaient retrouvé des liens avec des gènes liés à l'inflammation. Donc globalement, c'est toujours rassurant de voir qu'il y a des résultats qui peuvent être reproduits par d'autres équipes. Voilà. C'est presque le mot de la fin. Il y a une étude qui est assez intéressante dans leur méthode, si jamais ça vous intéresse. C'est que du coup, eux, ils ont pris plusieurs lésions chez un patient. Ils ont construit un algorithme pour essayer de prédire l'évolution de chaque lésion. Donc là, vous avez les résultats. Vous voyez que finalement, avec nos AUC à 0,7, on était finalement pas si nuls. Mais ils arrivent ils essayent de prédire l'évolution des lésions. Et ils se sont rendus compte que les patients qui avaient des lésions qui progressaient, finalement, ils étaient de très mauvais pronostics, même s'ils avaient des lésions qui répondaient. Donc les réponses dissociées, globalement, c'est comme les progresseurs, finalement. Et du coup, finalement, ils peuvent séparer leurs patients en deux groupes, ceux qui vont avoir des lésions qui vont être prédites comme progressives, et ceux qui n'auront aucune lésion qui progresse. Et en faisant ça, ils arrivent à séparer des courbes de survie. Donc au niveau des résultats, il y a toujours des choses à discuter, parce que vous voyez que par exemple chez les mélanomes, ça ne marche pas grand-chose, et pourtant ils arrivent à prédire des bonnes survies. Donc voilà, il y a toujours des petits biais, des choses, mais au niveau méthode, c'est pas trop mal, et c'est un petit papier qui est sympa à lire. Donc voilà. Et donc après, vous pouvez, comme Laure avait dit, vous pouvez intégrer l'ANAPAT, la génomique, l'imagerie. Vous pouvez mettre tout ça dans une dimension commune et faire de cette dimension commune un nouveau prédicteur. Même si vous n'avez pas toutes les données, c'est un peu l'idée de ce qu'on essaie de faire dans le labo, là, c'est de récupérer toutes les omics possibles et de mouliner tout ça dans un seul espace, quoi. Voilà. Merci. J'ai une question. Il n'y a pas un biais intrinsèque au fait de se dire que j'essaie de corréler des caractéristiques radiologiques avec des caractéristiques ANAPAT, et secondairement je créerai un autre modèle dans lequel j'inclus à cette radiomix qui tente de corréler à de l'ANAPAT. C'est possible. Des données ANAPAT. C'est possible, il y a probablement plein de biais. Là,
ici, dans ce pipeline, l'idée c'était plutôt de mettre tout ce qu'on pouvait dans un espace. Les patients n'auront pas tous des lames scannées, ils n'auront pas tous du RNA sec, mais peut-être que avec des briques un petit peu dispersées, on va pouvoir récupérer de l'information qui fait que en faisant un espace où on intègre tout, même si tu rentres des données d'un patient pour lequel tu n'as que son imagerie, bah peut-être que grâce aux données qu'on avait avant pour des patients pour lesquels on avait l'ANAPAT, l'imagerie, etc., peut-être qu'on va avoir plus d'informations. Mais effectivement, il y a probablement des biais, hein, et c'est pas facile, hein, c'est de la recherche. Et en recherche, on se plante aussi. Hein. Mais c'est pour ça qu'il faut valider. Hein. S'il faut retenir un truc, c'est qu'il faut valider. Et quand vous voyez des papiers où ils ne vous disent pas sur quoi ils l'ont validé, globalement, vous pouvez jeter le papier. Hein, même s'il n'y a que 2 cohortes, training, validation, c'est pareil. On fait tellement d'itérations que une cohorte de training, une cohorte de validation, vous pouvez jeter à la poubelle. Hein. Il faut vraiment un minimum de 3.